Le premier million, c'est le bébé qui commence à apprendre à marcher. Il rampe au départ, puis à un moment donné, il se met à genoux et il veut essayer de commencer à marcher, il se lève et il tombe. Des fois, il se fait mal, il pleure, mais il se relève. Et à un moment donné, eh bien, il a compris le truc et puis il finit par marcher, quoi. Mais le premier million, c'est ça, c'est de marcher. Et en fait, les autres, une fois que tu sais marcher, très rapidement, tu sais courir. Et bien, c'est la même chose en fait dans l'objectif financier lorsque tu es entrepreneur. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview de comment créer l'impossible dans votre vie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de David Devilla, investisseur, promoteur immobilier et entrepreneur sur le web. En 10 ans, il va réussir à construire un patrimoine de plus de 12 millions d'euros en développant des projets géniaux, en amenant des centaines de personnes dans son sillon et en réalisant des rêves de gosse comme celui d'acheter une magnifique Aston Martin. Dans cette interview, on va revenir sur l'intégralité de son parcours, ses débuts sur le chantier en tant que maçon, en allant bosser les week-ends et les vacances avec son père, les études, le début dans l'entrepreneuriat, enfin dans le salariat d'abord, ses premiers tests d'entrepreneuriat ratés et avant finalement de découvrir sa voie dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier. Vous allez voir un parcours riche, un mec génial, un mec que j'adore et je suis très content de vous amener aujourd'hui sur ce podcast son parcours. Laissez un maximum de likes les amis si ces interviews vous inspirent, si vous êtes sur les plateformes de podcast, laissez-nous un 5 étoiles avec un commentaire, ça nous fait avancer et puis on se donne rendez-vous tout de suite pour l'interview avec David. C'est parti. Mais avant ça les amis, vous le savez, ce podcast n'est sponsorisé par personne d'autre que nous. Alors si vous tenez à ces podcasts, si vous voulez voir plus de gens inspirants, des gens géniaux venir partager avec nous, laissez un maximum de likes et regardez le premier lien dans la description juste en dessous. C'est La Tribu, c'est notre club d'entrepreneurs sur le web. Si vous voulez savoir comment est-ce que La Tribu peut vous aider à transformer votre vie et votre business, laissez votre email, c'est gratuit, vous recevrez une séquence email vous expliquant tout ce que l'on crée autour de notre club business en ligne pour vous aider à vous développer. Bonne interview. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Comment rentrer dans les baskets et dans la tête de David Devilla et créer l'impossible dans votre vie. C'est le sujet de l'interview du jour. On a la chance du coup d'avoir David avec nous. Salut David. Salut Enzo. Comment est-ce que tu vas? T'es en forme? Eh ben, écoute, je vais très très bien. Je vais super bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. J'ai rencontré David il y a maintenant 3 ans, 2018, je crois, lors d'une série d'événements que j'avais créé. On était passé à Bordeaux. On avait proposé à David de venir donner son énergie, ses connaissances, ses compétences avec nous dans cet événement. J'ai connecté avec lui. On s'est revus il n'y a pas longtemps pour faire la fête et c'était au top. Et je suis vraiment heureux de pouvoir vous partager les conseils, le parcours de la vie de cet homme incroyable et intrépide. J'adore ce mot, intrépide. David, 40 berges, beau gosse, tu roules en Aston Martin, tu as plus de 12 millions d'euros de patrimoine. C'est quoi ton secret, David? Mon secret, alors je ne sais pas si c'est un secret, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que j'ai toujours eu envie, en fait, d'arriver à atteindre des objectifs qu'on ne m'attribuait pas possible, en fait. Si ça te parle. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent ces interviews, bien évidemment beaucoup de femmes. Il y a 2 typologies de questions. Tu vois. La première typologie de questions, les femmes se demandent mais quel est son 06 et les hommes, c'est comment est-ce qu'on devient David Devilla? Tu es conscient de ça ou pas? Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se passe, mais bon. Avant de devenir ce James Bond des temps modernes, c'était quoi tes rêves de gosse à toi? Écoute, j'ai revu une photo, c'est marrant, tu vois. J'ai revu une photo de famille, tu sais, ces fameux albums de photos qu'on a en famille. Ouais. La dernière fois que je suis allé visiter ma mère, elle a ressorti quelques albums et je suis tombé sur une de photos de moi où je me trouvais en fait dans le jardin, dans une petite voiture de. J'ai mon affiche. On a perdu une toile. On a perdu la toile de maître derrière. C'est génial. Donc ouais, j'étais en fait dans une petite bagnole et cette voiture, c'est tu sais les voitures à pédales là.
Mhm. Et c'était une bagnole c'était une Ferrari en fait. Et tu vois comment les choses changent, c'est que j'aime toujours les voitures, seulement c'est plus une Ferrari que j'ai, mais c'est un autre modèle. Et donc, du coup, tu rêvais de bagnole, tu rêvais de grandeur. C'était quoi tes trucs à toi Alors, quand t'étais gamin? je rêvais toujours de pouvoir faire des choses qu'il n'était pas possible de pouvoir faire d'après la sphère dans laquelle je vivais à l'époque, d'après voilà, le contexte social dans lequel je vivais. Je viens d'une famille modeste. Et voilà, et quand tu viens d'une famille modeste, on te donne quelques limites à ne pas franchir pour éviter que tu tombes de haut, en te disant, ben voilà, ton statut, il est là et tu vas rester là. Si tu te débrouilles bien, tu vas conserver ça, quoi. Mais on te dit jamais que tu peux passer à des étapes supérieures, quoi. Tu avais un truc, tu voulais être pompier, médecin, policier. Est-ce que tu avais des délires quand tu étais gosse comme ça, de métiers que tu ambitionnais ou pas du tout? Alors, non, pas ce type de métier. Je rêvais d'être homme d'affaires. Ok. Il y avait un gars Très qui me tôt? fascinait. Il y avait un gars qui me fascine toujours encore, qui est parti il n'y a pas longtemps, c'est Bernard Tapie. En quel âge t'as à peu près quand tu commences déjà à être fasciné par une figure comme Bernard Tapie? Je suis au lycée à peu près. Ouais. Et Je avant suis le au lycée. lycée, qu'est-ce qui t'animait, qu'est-ce qui te drivait quand tu étais vraiment plus jeune? Franchement, je me suis pas trop posé de questions quand j'étais jeune. J'avais mes amis, voilà, je faisais mes études. J'étais dans une espèce de chemin qu'on m'avait tracé, quoi, comme pour tout le monde d'ailleurs, hein. Quand on est gamin, on te dit, ben voilà, allez hop, tu vas à l'école, essaye d'avoir ton diplôme. Tu sais cette Et- fameuse question qu'on te pose quand t'es gamin, tu veux faire quoi quand tu seras grand? Ouais. J'avais absolument aucune idée. J'avais un objectif, c'était déjà d'arriver à atteindre ce qu'il fallait atteindre dans l'année. Et quand j'étais étudiant, c'était le diplôme de fin d'année ou tu vois ce genre de truc, quoi. Mais je me posais pas forcément beaucoup de questions. D'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se posent la question de savoir ce qu'ils veulent faire quand ils sortiront de l'école. En fait, on se trouve tous d'ailleurs dans une espèce de sphère quand on est étudiant. On vit notre vie d'étudiant, quoi. Notre vie d'étudiant, c'est de bûcher les cours qu'on nous a proposés, essayer d'obtenir notre diplôme et entre-temps, on essaie de passer du bon temps avec les potes, quoi. C'est Et t'étais quoi? T'étais plutôt premier de la classe? T'étais plutôt du fond de la classe collé au radiateur? T'étais plutôt le gamin un peu extraverti qui avait plein de copains dans la cour d'école? Et t'étais quel gamin et comment tu vas évoluer du coup jusqu'au lycée par exemple? Alors moi, j'ai énormément galéré à l'école. Ouais. En termes d'études, j'étais loin d'être le premier. J'étais même plutôt dans les derniers, hein, pour être clair. Donc j'ai pas mal galéré. Donc il a fallu quand même que je fasse pas mal d'efforts pour obtenir mes diplômes, que j'ai toujours arraché. Euh, Tu vois, À la au moyenne? dernier point, mon Ouais. BTS, je l'ai eu avec 9,98. Donc, au rattrapage, enfin, tu vois, ça a été toujours à l'arraché, à l'arraché, à l'arraché. Euh, et en fait, les gens pensaient que c'était parce que j'étais un branleur. Mais en fait, pas du tout, quoi. C'est parce que j'avais plus de mal que les autres, en fait, à apprendre. En fait, j'étais pas moins intelligent, mais il me fallait plus de temps pour comprendre les choses. Il me fallait Ok. plus de temps pour les assimiler. Et donc, de ce fait-là, ben, quand on t'impose une certaine vitesse, et surtout quand c'est pas ton truc, parce que moi, l'école, ça m'a jamais fait kiffer, Ça quoi, a tu vois. jamais cliqué rapidement quoi. Ouais. Ouais. Donc, c'était toujours à contre-courant, mais je me suis accroché, et puis ben, j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Et à un moment donné, voilà, ça me gonflait tellement qu'il me tardait rapidement de terminer mes études. Alors, Et je de ne passer voulais à autre pas, chose. ouais, je voulais pas me diriger vers des voies autres que la voie, on va dire, générale. Je voulais avoir mon bac parce que mes parents attendaient de moi que j'ai mon bac, tu vois. Et puis, j'ai réussi à atteindre le bac plus 2, donc un BTS bâtiment, que j'ai réussi à avoir. Et à chaque fois, je les ai eus, voilà, À la limite juste quoi. à la limite, quoi. Hmm. Et du coup, tu disais, tu viens d'une famille modeste. Est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué quand tu étais gosse, liée à l'argent, liée au travail, principalement sur ces deux valeurs? Ouais, et raconte-nous un peu dans quel terreau tu as grandi, du coup. Ben, je pense que là, t'as mis le doigt dessus, hein. C'est quand tu me demandais qu'est-ce qui fait que de quoi je rêvais quand j'étais gamin ou pourquoi aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, ben, tout vient de là en fait. Et je pense que ceux qui partent de rien et qui réussissent le mieux, c'est très souvent
sont ceux qui ont le plus souffert d'un manque en étant plus jeunes. Et c'est une espèce de revanche sur la vie qu'on prend par la suite, en fait. Hein. Moi, je me rappelle de l'époque où j'étais gamin. Alors, j'ai toujours eu à manger. Mes parents ont toujours travaillé pour mettre suffisamment de nourriture sur la table, si tu veux. Mais par contre, matériellement parlant, là, par contre, on n'était pas du tout... moi et mes frères n'étions pas du tout comme les autres. C'est-à-dire que à l'école, j'avais des chaussures que ma mère achetait... tu vois, à Kiabi au centre Leclerc au premier prix, qu'il fallait changer tous les mois ou tous les 2 mois parce que ça se déchirait au bout d'un mois ou deux, tu vois. Ouais. Alors que les autres gamins en face, ils avaient des Nike, des Adidas, tu vois, des vêtements avec des marques qui sont pas forcément des marques extraordinaires, mais qui sont quand même des marques. Alors que moi, j'étais toujours un petit peu au-dessous. Et ça te fait sentir quand t'es gamin, au-dessous des autres, en fait. Et j'ai détesté ça. J'ai absolument détesté ça. À partir de quel âge tu penses que tu commences à le ressentir, ça? École primaire? Primaire, ouais, fin de la primaire, quelque chose comme ça, fin de la primaire, ouais. Et donc, à ce moment-là, quand je commence à demander à mes parents une paire de Nike ou une paire d'Adidas ou un blouson de telle ou telle marque, et qu'on me dit, non, ça coûte trop cher, il y a ça qui te reste dans la tête. Le côté, c'est trop cher. Et la barrière que ça te crée pour accéder à d'autres choses. La chose dont je parle, c'est tout simplement pour ressembler aux gens que tu côtoies. Et en l'occurrence, à ce moment-là, c'était mes amis à l'école, quoi. Ouais. J'avais envie tout simplement d'être comme eux, c'est-à-dire d'avoir les mêmes vêtements qu'eux, être comme eux, faire partie d'un groupe. Ce désir d'appartenance, c'est très humain. Hein. L'homme ne peut pas vivre tout seul. Voilà, on est des êtres qui avons besoin de vivre en communauté. Et quand tu fais pas partie, que tu n'as pas l'impression de faire partie de cette communauté, c'est là où ça peut poser quelques problèmes finalement. Et c'est de là qu'est née en fait mon envie de peut-être de devenir un homme d'affaires plus tard quand j'étais gamin. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Et cette personne qui me fascinait, qui était Bernard Tapie, qui avait cette espèce de charisme, cette facilité à parler. Qui représentait du coup finalement tout ce que tu n'avais pas ou tout ce que tu avais envie d'avoir. Exactement, parce que lui aussi, en fait, est parti d'une famille très modeste et a réussi à atteindre un niveau, pour la classe sociale de laquelle il est parti, il a réussi à atteindre un niveau très, très important. Et du coup, effectivement, c'est une question, tu m'as un peu grillé, c'est une question que j'ai après. J'ai l'intime conviction personnellement que pour atteindre des niveaux de succès importants, pour faire des choses qui sont importantes dans la vie, il y a 2 moteurs potentiels. Il y a bien évidemment la lumière qui nous attire, le soleil qui nous attire vers lequel on veut aller, mais il y a aussi le monstre qui nous court au cul. Et j'ai l'impression, c'est mon ressenti, ça a été mon histoire aussi, dis-moi ce que toi t'en penses, que c'est des gens en général qui ont une énorme frustration à l'intérieur. Et c'est cette frustration qui leur permet de construire des choses, de se donner l'énergie de se battre pour construire, pour avancer. Parce que sur le chemin de la création, sur le chemin de l'entrepreneuriat, il y a énormément de barrières. Et c'est cette force issue de la frustration qui va te permettre de faire des choses. C'est quoi ta grande frustration à toi, du coup? C'est la question que je pose habituellement. Ma grosse frustration qui a toujours été, ça a été le manque d'argent quand j'étais plus jeune, quoi. J'ai toujours galéré avec ça et ça a été un manque qui a motivé derrière les actions que j'ai pu mettre en place. Et tu as parfaitement raison quand tu parles de ce monstre. Moi, je parle pas de monstre, je parle de déséquilibre. En fait, si tu analyses un petit peu tous les grands hommes de la planète qui ont réussi en termes de business, si tu regardes bien, ils ont tous un très grand déséquilibre. Prends par exemple Steve Jobs. Steve Jobs, c'était pas une personne comme les autres. C'était un barré. Il était complètement déséquilibré. C'est-à-dire que en termes de travail, personne ne pouvait l'égaler. En revanche, côté famille et vie privée, il avait d'énormes problèmes. Et il y avait ce déséquilibre en fait qui était là, qui fait que ça l'a rendu très très successful dans le business. Et si tu regardes bien, tu vas retrouver ça un petit peu chez tous les grands hommes qui ont réussi, quoi. Tu vois bien qu'il y a un déséquilibre quelque part. Si jamais en fait tu es équilibré, tu vas avoir beaucoup plus de mal à atteindre certains niveaux parce que tu vas pas en avoir forcément besoin. Justement parce que tu as déjà cet équilibre dans la vie. Et donc tu penses du coup qu'il faudrait être extrémiste pour pouvoir réussir? Ou à un certain niveau en tout cas?
Alors, extrémiste, je ne sais pas si c'est le terme. Mais en tout cas, Déséquilibré, du coup, tu vois. Ouais, ouais. Ben, quelque part, il faut vraiment... il faut que la balance, elle puisse pencher d'un côté ou de l'autre. Pour vraiment avoir une réussite fulgurante sur sur l'un des deux côtés, en fait, si tu veux. Parce que quand tu restes à l'équilibre, c'est extrêmement difficile. Moi, aujourd'hui, personnellement, je ne connais pas de très, très grand succès où la vie est parfaitement équilibrée entre vie privée et vie professionnelle. Même si ça se travaille, je sais que ça se travaille, ça peut se travailler pour qu'on puisse essayer d'avoir un certain équilibre, mais à un moment donné, pour vraiment faire le break, il faut que la balance, elle finisse par peser d'un certain Pour côté. gagner le tie-break, il va falloir tout donner à un moment donné, quoi. Ouais, c'est quoi le prix que tu as dû payer, toi? Il faut savoir que tu as commencé à investir, tu as commencé ta carrière d'investisseur entrepreneur à 30 piges. Ouais. Aujourd'hui, ça doit faire quoi, 12 ans que tu as démarré? 15 ans maintenant. 15 ans, 40-50. Il les fait pas, incroyable. Et donc, du coup, tu as quand même construit en 15 ans beaucoup plus que ce que tu avais construit en 30, ça c'est évident, mais surtout beaucoup plus que certains construisent sur une vie entière. Tu as réussi à atteindre des trucs qui sont hyper sexy, on en reparlera juste après. Quel est le prix que tu as dû payer? Le prix que j'en ai payé, c'est une partie de ma vie privée, parce qu'il a fallu que je consacre beaucoup de temps et de l'acharnement à réaliser ces objectifs. C'est aussi prendre beaucoup de risques, il faut le dire. Hein. Quand on investit un investissement, celui qui vous dit investissez, c'est zéro risque, ça n'existe pas. Zéro risque, ça n'existe pas. Il y a forcément des risques à prendre. Et là aussi, il faut accepter ce risque-là, il faut l'embrasser, ce risque-là, et accepter de le prendre et passer à l'action. Parce que celui qui a peur du risque, en fait, le pire de tout, ce qui peut bloquer une personne, c'est la peur. La peur, c'est ce sentiment terrible qui te scotche au lit et qui t'empêche de te lever le matin, quoi. Il faut se débarrasser de cette peur-là et se dire, ok, je l'accepte, on y va. Je connais le risque, il existe. Maintenant, je fais le maximum, évidemment, pour le limiter et essayer de le contrôler au mieux. Mais il y aura toujours un risque, comme de prendre, par exemple, sa voiture pour aller bosser le matin. Tu auras toujours le risque qu'il y ait un camion qui te coupe la route. Et puis, ça s'arrête là, tu vois. Donc, et pourtant, on n'y pense pas. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, prennent leur voiture tous les matins et partent au travail. Jamais ils s'imaginent qu'il y a la possibilité de mourir alors qu'elle est réelle et qu'elle existe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle est 100 fois plus élevée que je crois que le risque de mourir en avion. Donc, c'est quand même un facteur assez important de décès dans le monde. Les gens sont terrorisés à l'idée de prendre l'avion et n'ont aucune peur à prendre la voiture alors que le risque est plus grand. C'est ça. Et là où tu vas prendre ta voiture pendant 30 ans sans avoir jamais aucun accident, à un moment donné, c'est parce que tu prends ta voiture avec beaucoup de confiance et que du coup, en fait, cette peur du risque, tu la contrôles tellement bien qu'elle ne t'affecte plus. Et ça te permet de monter dans ta voiture sans aucun problème, sans te poser aucune question, quoi. Et c'est la même chose pour le business. Et c'est la même chose pour le business, quoi. C'est la même chose pour le business. Bon, aujourd'hui, avant, j'en transpirais les nuits, quoi. C'est mes premières opérations, je dormais pas. Parce que, surtout dans l'immobilier, quand tu investis dans l'immobilier, tu investis des sommes relativement importantes que tu empruntes à la banque. Donc, tu as un prêt, tu as une dette en plus. Donc, c'est pas juste moi qui perds quelque chose, c'est que si jamais je me plante, derrière, je plante aussi le prêteur, qui est la banque. Et avec des sommes relativement importantes. Donc, ça peut avoir des conséquences relativement importantes. Et forcément, les premières opérations, je vais dormir. Ouais, tu as fait quelques nuits blanches. Ouais. Moi, j'en fais encore. Hein. Il y a encore des projets qui aujourd'hui te font suffisamment peur pour que tu stresses. Toujours. Le jour où j'arrêterai d'avoir peur, c'est que j'ai arrêté de bosser, quoi. Je ne suis plus entrepreneur. Le jour où j'ai plus peur, je ne suis plus entrepreneur. On y reviendra après. C'est top, ça, comme vision. Dans le bouquin Unshakable de Tony Robbins, qui est un bouquin du coup sur l'argent et l'investissement, il dit que la majorité des gens pensent que les investisseurs sont des gens qui prennent énormément de risques parce que il y a cette phrase commune, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais il y a un on-dit, tu vois, que en gros, les investisseurs sont des gens qui prennent des risques. Et en général, c'est
prendre des petits risques, on a des petits profits. Prendre des gros risques, on a des gros profits. Et lui, il dit que pas du tout, en fait. Ça, c'est une croyance populaire. Voilà, c'est ça que je cherchais, une croyance populaire. Et que, en fait, les bons investisseurs sont les mecs qui trouvent les opérations sur lesquelles il y a un petit risque pour un gros retour sur investissement. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est ça pour toi aujourd'hui, être un bon investisseur? C'est trouver les plans où il y a des tout petits risques et des gros profits? Mais c'est marrant parce que c'est exactement ce que je fais moi aujourd'hui avec mes opérations d'investissement en fait. Hein. Et il a tout à fait raison. La grosse difficulté, c'est que bien évidemment, ce type d'investissement est beaucoup plus rare que des investissements avec beaucoup de risques qui te permettent un gros potentiel. C'est évident. Je vais te prendre un exemple basique. Si tu prends la crypto, pour les gens qui investissent en bourse, si tu prends la crypto dans le marché de boursier général qui comprend également le S&P 500, le CAC 40, etc. Et si tu comprends la crypto, c'est celle qui a le plus de potentiel. C'est celle qui va te permettre de gagner le plus d'argent. Ouais. Si on parle que de bourse. Mais en revanche, à comparer avec le CAC 40 ou le S&P 500, c'est aussi celle-là qui va te faire prendre de plus gros risques parce que la volatilité de la crypto-monnaie est beaucoup plus importante que des actions classiques. Ouais. Donc, et là, la difficulté, c'est d'aller chercher peut-être une crypto qui présente très, très peu de risques et qui peut avoir un énorme potentiel. La difficulté, elle est là. C'est un peu comme chercher l'aiguille dans une botte de foin. Ouais. Mais une fois que tu sais trouver l'aiguille, dans chaque botte de foin dans laquelle tu vas fouiller, eh ben, tu arrives à faire des investissements qui ont de gros potentiels avec très peu de risques. Et on le retrouve souvent dans les niches, en fait. Ça. Ouais, c'est donc, on va dire, se tanner le cuir. Il y a un mec qui me disait ça. Expression de vieux, tu te tannes le cuir, gagner de l'expérience jusqu'à temps de trouver finalement ces projets, ces typologies d'investissement, ces typologies de business, quoi. Ouais. Ouais. Revenons un petit peu sur ton parcours, David. Du coup, tu le disais, tu vas te batailler jusqu'au BTS. Tu suis du coup un petit peu cette ligne que tes parents te tracent avec cette idée de faire des études, d'avoir un diplôme pour avoir, entre guillemets, un bon job. Quelles étaient tes aspirations à ce moment-là et quel chemin tu vas suivre? Tu nous as dit du coup BTS bâtiment. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, mon père était dans le bâtiment, il était maçon, pour tout te dire. Et j'ai pas eu trop le choix, en fait. Quand je suis arrivé en troisième, je me rappelle de ce jour-là, on était à Tarbes, c'était un dimanche. Mon père me dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu veux faire comme étude après la troisième? J'ai dit non, j'en ai aucune idée. Et il m'a dit, ben moi, je sais pour toi. Et il avait cette phrase, donc étant du bâtiment, il avait cette phrase que tout le monde connaît, quand le bâtiment va, tout va. Et il me la répète, cette phrase. Il me dit, tu sais, quand le bâtiment va, tout va, donc tu vas faire des études dans le bâtiment. Et il m'a dirigé vers ça. Donc, la voie que j'allais prendre, c'était étudier, avoir un diplôme pour trouver un métier dans le domaine du bâtiment. Parce que c'était là limite, où… j'imagine qu'il te disait, voilà, il faut que tu sois comme le mec là qui est contremaître. Quand moi, je suis dans la galère ou quand moi, je transpire ou quand moi, machin, lui, il est au bureau ou lui, il a le casque, il est bien sapé ou un truc comme ça, non? Tu as tout compris. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pourquoi j'ai cette anecdote en tête? Parce que mon père est comme ça. Et en gros, il m'amène à l'usine quand je suis gamin. Tu sais, moi, j'aimais bien aller avec mon père au travail, machin. Mon père travaillait un peu loin, genre 30-40 minutes. Donc, de temps en temps, on allait à l'usine. C'était énorme, grosse usine et tout. Et il dit, tu vois, là, donc ça, c'est ma boss. Et donc, voilà, toi, il faut que tu sois comme ma boss. Donc, elle est ingénieure, machin. Et donc, elle, tu vois, elle a ça, elle fait ça et machin. Bon. Et un jour, je suis plus vieux, tu vois. Un jour, je suis vraiment à l'école d'ingénieur et je veux quitter. Je veux quitter parce que c'est de la merde et parce que je suis complètement perdu dans ma vie, tu vois. Et donc, il m'amène et je vais au boulot. Donc, je suis plus vieux, mais je vais à son boulot. Et du coup, je vois l'ingénieure qui est du coup la directrice de site, tu vois, directrice de production. Je ne sais plus à l'époque. Je ne pense pas qu'elle était directrice de site. Peut-être. Bon, bref. Et je me pointe et la meuf, elle est en bleu de travail. Elle est sale comme pas possible. Et elle est en train de galérer, tu vois. Et là, je lui dis, mais jamais, frère. Tu sais, genre, j'étais dans ma tête en train de me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Et là, je me dis, mais jamais je finis mes études, en fait. Finir mes études pour faire ça, ça m'intéresse pas. Genre, c'est pas, il n'y a pas de mauvais job, etc. Il n'y a pas de sous-métier.
Mais en gros, c'était galérer toute ta vie, faire des études compliquées, réussir à finir top de ta promo pour réussir à finir dans un gros groupe, te hisser à une place, pour au final te retrouver avec des merdes, du stress à un niveau incroyable pour gagner quoi? 2K5 par mois? 2K6? Et elle faisait 3-4% de progression par an? Et il fallait déménager tous les 5 ans pour pouvoir avoir de vraies promotions? J'étais là en mode, mais pas du tout en fait. Et là, mon père, il y a un décalage de ouf où il me comprend pas. Il dit, mais gamin, mais c'est génial, tu vois. Et là, il y a un décalage de fou entre moi qui veut pas devenir ingénieur, qui va être contremaître à l'usine, et lui qui, pour lui, c'est une prison magnifique, tu vois, prison dorée. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est un peu similaire ce que tu vas vivre finalement. C'est exactement la même chose parce que moi aussi, tu vois, pendant mes vacances, mon père m'a amené travailler avec lui. Par contre, à l'inverse de toi, moi, j'ai détesté ça. Je détestais ça parce que c'était toutes les vacances. Ouais, toi, Pendant tu que bossais sur le chantier, je pense que c'était un peu plus compliqué. c'est ça, voilà. Et l'hiver, par exemple, ben, je peux te dire que c'est loin d'être marrant. C'est vraiment très très loin d'être marrant. Et puis en plus, mon père, c'était vraiment quelqu'un de dur, donc on rigolait pas quoi. On était là pour travailler, pas pour rigoler. Et je peux te dire qu'il me tardait une seule chose, c'était de retourner à l'école. Donc voilà, l'éducation que j'ai eue, qui était celle de mes parents, mais également celle de la société, parce que la société nous éduque dans cette voie-là, en nous disant faites des études et essayez d'avoir un bon job. C'est comme ça que la société est faite aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, hein, tout simplement, puisque comme tu le sais, j'ai commencé à investir. Je suis devenu investisseur immobilier relativement tard, vers mes 30 ans. Mais avant ça, ben, j'ai en fait suivi ce modèle qu'on m'avait imposé, quoi. Donc j'ai fait mes études, j'ai trouvé un job. Celui que j'ai trouvé me plaisait pas, j'en ai trouvé un autre, et puis voilà, et puis j'ai été déçu, et puis redéçu et redéçu. Et à un moment donné, ben, je me dis mais merde, c'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a pas dit ça. On m'a dit que si j'avais mon diplôme, ben, je serais au top, quoi. J'aurais pas de problème. Et en fait, pas du tout. Quand est-ce Il y que a tu aussi vas ça qui m'a vivre marqué. cette frustration, cette déception? À peu près vers Comment? quel âge? Est-ce qu'il y a un événement marquant qui va amorcer ou qui va donner un coup de semonce, tu vois, pour cette frustration? Oui. Alors, il y en a eu deux. La première, c'est euh, mon éveil, en fait. Mon éveil, c'est quand j'arrête l'école et que je commence à travailler. Mmh. Quand je suis à l'école, que je suis en BTS, euh, on me vendait que mon diplôme me permettrait de trouver un boulot et que j'allais sortir avec, donc on était en francs à l'époque, 10 000 francs, entre 10 et 12 000 francs par mois. Bon, là encore une fois, on nous a très très bien menti parce que quand je suis sorti de là, je suis sorti avec mon diplôme et le premier job que j'ai trouvé, c'était du SMIC, quoi. Hein. Voilà, ni plus ni moins, parce que c'était pas possible d'avoir autre chose. Et c'est normal, hein, une entreprise qui recrute un jeune, même si tu viens d'être diplômé, tu connais rien, tu sais pas travailler. Donc t'as d'abord besoin de commencer à faire tes preuves pour que tu puisses solliciter ensuite des progressions. Ce que j'ai accepté en fait au départ. J'ai accepté ça en me disant, ben oui, c'est normal, c'est logique. Ok, j'accepte le poste au SMIC et puis je vais montrer que je suis capable parce que j'avais eu cette éducation. Mon père m'avait toujours éduqué en me disant, si tu travailles très dur et sans compter, à un moment donné, tu seras récompensé. Mmh. Donc moi, je suis cette voie. Je crois à mon père parce que mon père, c'est mon père, il a raison, quoi. Donc je fais ce qu'il me dit et là, je me rends compte au bout de quelques années que je suis en train de travailler sans compter mes heures, en faisant tout ce que je peux pour apporter le maximum de valeur à l'entreprise pour laquelle je travaille, et que lorsque je demande quelque chose, une progression, un changement de poste, juste une progression, pour me montrer qu'on est content de moi, eh bien on me la refuse, ou alors on me propose 20, alors là, le truc qui m'a choqué, c'est 20 € d'augmentation brute. Alors là, j'ai dit non, c'est juste pas possible. Et là, j'ai eu un déclic. J'ai dit là, il y a un truc qui fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui m'a menti. Il y a quelqu'un qui m'a dit des conneries à un moment donné dans ma vie, parce que c'est pas du tout ce que je constate aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Donc là, quelque chose a commencé à se passer. Et à ce moment-là, est-ce que tu es encore dans cette inspiration d'un Bernard Tapie? Est-ce que tu rêves à entreprendre? Est-ce que tu rêves à créer? Est-ce que ce truc de l'homme d'affaires, c'est encore présent? Ou est-ce que c'est un peu mis de côté pour justement rentrer dans la vie active? Non, c'est encore présent. C'est encore présent à ce moment-là. Bernard Tapie était très, très médiatisé à l'époque.
Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, hein, président de l'Olympique de Marseille, businessman, il a fait de la politique, etc. Il était énormément mis en avant. Et donc, j'étais toujours Au très taquet sur les impressionné passages par… télé, quoi. Comment? T'étais au taquet sur les passages télé, quoi. Ouais, enfin, à chaque fois que je le voyais passer et qu'il s'exprimait, ce mec-là, il m'inspirait, quoi. Vraiment, il m'inspirait. Il avait ce charisme-là. Et j'ai toujours eu ça, en fait, au fond de moi. Et un jour, quand j'ai demandé pour la énième fois une promotion et qu'on me l'a pas donnée, j'ai dit, bon, ben là, j'arrête là. J'ai compris, c'est que je vois des entrepreneurs autour de moi, parce que j'étais commercial à l'époque, quand j'étais salarié. Et j'avais donc un fichier client et je visitais, en fait, des entrepreneurs. Et je voyais que ces entrepreneurs, dans le bâtiment, étaient souvent étrangers et que pour la plupart d'entre eux, parlaient très, très mal français et parfois ne savent pas l'écrire. Malgré ça, ils avaient de magnifiques maisons, ils avaient de jolies voitures dans le garage. Financièrement, on voyait que ça se passait plutôt bien pour eux, tu vois. Et là, je me suis dit, moi, j'ai des diplômes, je sais parler, même si j'ai un petit accent du Sud-Ouest, mais je sais quand même parler français correctement. Je l'écris correctement également. Pourquoi je ne pourrais pas avoir une réussite au moins comme celle des clients que je visite tous les jours? Et là, je me suis dit, bon, mais peut-être que la voie… C'était quel type de boîte, du coup, des boîtes dans le Des artisans. BTP, des artisans dans l'IMO, quoi. Ouais, des artisans dans le bâtiment, exactement. Des artisans dans le bâtiment. Et là, je me dis, bon, si je deviens entrepreneur, j'ai le moyen de pouvoir déjà avoir un peu plus la maîtrise sur les revenus que je peux avoir, parce que là, ça va dépendre uniquement de moi et de ce que je fais. Si je fais les choses comme il faut, j'aurai les revenus pour le travail que je vais produire. Et si je ne le fais pas, je n'aurai pas le revenu, mais ça sera ma faute. En tant que commercial dans le bâtiment, avec un peu d'expérience, tu étais quand même, j'imagine, arrivé à un bon niveau de vie, tu devais plutôt bien gagner ta vie, ça se passait bien quand même, non? Pas si bien que ça, tu sais, je gagnais 2200 € de salaire. Aujourd'hui, il faut savoir que le salaire moyen en France, je l'ai entendu l'autre jour, je crois que c'est 1700 € par mois. Quand tu prends en compte l'inflation qu'il y a tous les ans, l'augmentation de la vie tout court qu'on peut constater tous les jours, plus toutes les choses auxquelles on a la possibilité aujourd'hui d'accéder pour s'amuser, que ce soit les voyages, pour profiter, je veux dire, que ce soit les voyages, les sorties. T'as vite le manque qui arrive, quoi. Mais très, très rapidement. Très, très rapidement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 2200 €, oui, il va vivre, oui, il va manger, mais voilà, il n'aura pas l'occasion de faire beaucoup de choses en plus que ça, tu vois. Non, mais potentiellement, t'es le stéréotype du mec de 30 piges qui a fait un peu d'études, qui est commercial, qui bosse un peu, qui a des résultats pas trop mauvais, sans être très bien, quoi. En gros, c'était ça. C'est un peu standard, quoi, finalement. C'est ça, locataire d'un petit appartement. Enfin, vraiment rien d'exceptionnel. Moi, j'avais des attentes beaucoup plus grosses que ça. Ouais. Et donc là, je suis en fait, à ce moment-là, vraiment en dessous de ce que je voulais avoir. Et du coup, la dernière coûte, c'est cette capacité, cette proximité que tu as avec des gens qui sont entrepreneurs du bâtiment, qui sont peut-être pas si différents de ce que tu pourrais avoir ou obtenir. Et tu te dis, faut que je me lance, faut que j'y aille. C'est ça. Qu'est-ce qui va être le passage à l'action finale? Il y a deux choses. La première, c'est que je me rends compte qu'en fait, être entrepreneur peut me permettre d'avoir de meilleurs résultats que d'être salarié. Ça, c'est la première chose. J'ai envie, je suis motivé, j'ai des ambitions, j'ai pas peur de me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Chose qui peut faire peur à beaucoup, beaucoup de monde. Ça aussi, il faut en être conscient. Moi, j'en ai pas peur. Je me dis que si les autres ont réussi, pourquoi pas moi? Je suis toujours parti de ce principe. Si je vois quelqu'un autour de moi qui a le même nombre de bras, le même nombre de jambes que moi et qu'il a fait certaines choses, je me dis qu'il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas non plus. C'était aussi simple que ça. Donc, je me lance et je me lance en créant une société de transport. Tu vois, donc, je ne suis pas du tout dans le bâtiment. Enfin, je vois qu'il manque un truc dans le domaine dans lequel j'évolue, professionnel. Ouais. Il manque quelque chose, il manque un service et je me décide à créer une société pour créer ce service, en fait. Et j'embarque avec moi un collègue de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et puis ça fonctionne bien au début. Et au bout d'1 an,
ben, ça commence à moins bien fonctionner du fait que moi, ben, je vais aller beaucoup plus haut. C'est-à-dire que j'avais acheté un petit camion et puis voilà, j'étais en bleu toute la journée et en fait, je faisais de la livraison express de matériaux pour mes anciens clients, pour les Ouais. entreprises du bâtiment. Ouais, smart, Et tu donc, as repéré un problème, tu as dit, ouais, il manque toujours un truc sur le chantier, je vais être ce gars qui leur permet de ne pas bloquer le chantier et de leur amener ce qui manque, quoi. C'est ça? c'est ça. J'avais énormément de retours de mes clients qui se plaignaient d'un problème de disposition et de livraison. Tout le C'est temps. smart. Et tu as 30 piges à ce moment-là quand tu lances ta première boîte? Non, j'ai un peu 29? moins là. J'ai un peu moins. Je dois avoir 25 ans là, à ce moment-là quand je fais Ah oui, ça. d'accord, ok. Ouais, tu as 5 ans, tu as emboîté le pas, à 25 ans, ok. Ouais, 25 ans, première expérience entrepreneuriale. Au bout d'un an, ben, ça marche plus, donc j'arrête, je reviens en fait dans le salariat. Ouais. Je retrouve Qu'est-ce un que, poste un peu qu'est-ce que mieux que ce tu que je vis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là quand tu as commencé à emboîter le pas de devenir la personne que tu veux devenir et qu'on te remet dans la case dans laquelle tu ne veux surtout pas être? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je te laisse imaginer que c'est pas super marrant, quoi. Tu prends une belle gifle. Surtout que derrière, il y avait mon père qui me disait mais T'as t'es vu? fou de Je te quitter la l'avais boîte dit. dans laquelle t'étais, tu vas te planter, tu vas machin, tu vas finir par dormir sous les ponts. C'est ça qu'il me disait. Ouais. C'est ce qu'il me disait. Et Vous donc, avez les mêmes expressions, ton daron et mon daron, j'ai l'impression. Ah ouais. Ouais. Et bien voilà, tu vois, en fait, ce que j'ai pu sentir, bah, tu dois bien connaître ce sentiment-là, c'est que je ressens deux choses en fait. La première, c'est mon échec personnel, je n'ai pas réussi, d'accord. Et la deuxième, c'est de donner raison à mon père. C'est peut-être le pire d'ailleurs. C'est certainement le pire. C'est certainement le pire, c'est clair. Donc, ben voilà, tu reviens un petit peu en baissant les yeux et tu te dis, je vais retrouver un boulot parce que de toute façon, il faut bien que tu travailles, il faut bien que Et tu payes tes tu factures. te dis, je vais y retourner tout de suite. Tu te dis, putain, je veux. La prochaine fois, ça va marcher. Je vais retrouver un plan, j'y retourne. Ou tu te dis, c'est Non, pas non, pour là, moi. là, là, je t'avoue qu'il y a quand même une petite descente aux enfers qui va durer 1 ou 2 mois, tu vois. Mais je me remets sur le truc très vite à rechercher du travail parce que de toute façon, je n'ai pas le choix, hein. Il faut que je travaille. Donc, je trouve un poste meilleur que celui que j'avais avant en salarié. En fait, voilà. Et puis, je vais rester. En fait, je deviens directeur commercial sur la région du Sud-Ouest. Et je vais y rester pendant 4 ans, je crois. C'est ça, 4 ou 5 ans. Et au Donc là, bout par de contre, 4 ou 5 ans, ascension, reconnaissance, poste de directeur, du management, certainement plus de salaire. C'est ouais. cool. Oui, mais le salaire va pas forcément beaucoup plus, hein. Je suis Mhm. passé de 2002 à 2005, tu vois. C'était pas un truc extraordinaire. Et voilà, quoi. C'est Mais ça représentait quand même une certaine forme déjà de succès. Moi, de je me progression. souviens, quand j'étais Mm. gosse, les types qui étaient directeurs commerciaux et qui gagnaient 2K5, ils roulaient dans des bagnoles plutôt sympas. Souvent, ils avaient une berline allemande à crédit. Ils étaient plutôt beaux gosses. Ils se sapaient un peu parce que de toute façon, c'était dans le cadre du boulot. Et ça roulait des mécaniques alors que ça gagnait 3 francs 6 sous. Moi, je viens de Ah, ce ça, milieu-là, c'était tu vois. moi. Ouais. Ça, c'était moi. Alors, c'est vrai que il y avait quand même un petit peu du mieux parce que, comme tu le dis, j'avais une voiture de fonction qui était plus floquée. C'était une voiture 5 places. C'était une Audi d'ailleurs. Tu vois, donc déjà, j'étais mieux. Au niveau salaire, au niveau euh, environnement, prestations, etc. Donc, déjà, c'était pas trop mal. Mais au bout de 5 ans, je me fais licencier, raison économique. On arrivait en fait D'accord. sur la fameuse crise des subprimes. Et je me fais licencier pour raison économique. Et là, je suis obligé de prendre des décisions, une décision qui va me faire retourner à mes anciens amours, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre. Et je me dis, là, c'est l'occasion de repartir dans l'entrepreneuriat, ce qui me manquait. Et entre-temps, en fait, juste avant de me faire licencier, je réalise ma première opération immobilière, en fait, Ok. en tant que particulier, en nom propre, voilà, comme peuvent le faire certaines personnes qui sont salariées. Alors, deux choses. On va d'abord revenir là-dessus. Cette expérience qui pourrait être hyper traumatisante, un échec pour beaucoup de gens, une perte de repère, tu vas la voir comme une opportunité pour entreprendre. Qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que tu fais pour tourner ce bouton de putain, je perds mon poste de directeur, mes avantages en nature, la bagnole, les trucs, les machins.
à waouh, c'est une opportunité pour me relancer. Comment est-ce que tu shifts ce bouton-là? Comment je shift? En fait, c'est quand même quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps. J'ai eu ma première expérience entrepreneuriale 5 ans plus tôt. Le fait d'être indépendant, d'être le décideur, le patron, celui qui mène un projet, etc. Tout ça, ça me manquait quand même. Donc, j'avais quand même au fond de moi. Et quand je me fais licencier, tout ça, ça ressort tout de suite, quoi. Ça ressort tout de suite. Et pour moi, c'est comme une évidence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un événement qui a fait que ça me donne envie de nouveau à repartir dans ce chemin-là. Dès que ça vient, tu vois ça comme une opportunité et tu te dis c'est bon, quoi, c'est un go. Ouais, et du coup, parlons-en quand même de ce premier investissement immobilier parce que dès là, alors c'est peut-être effectivement cette envie d'entreprendre qui était déjà présente et qui va te faire faire les choses différemment, mais tu vas acheter ta maison plein pied pour faire comme tout le monde, encore une fois, tu le dis souvent en interview. Tu as 30 piges, tu es directeur, tu gagnes bien ta vie, il est temps d'avoir mon propre chez moi et surtout d'avoir une belle maison sympa. C'était l'époque où effectivement tous les potes s'installaient, certainement avaient un gamin, commençaient à acheter un plein pied avec un petit jardin. Et ben à ton tour, tu veux avoir ton petit plein pied avec ton jardin. Tu vivais encore dans un appart 50 mètres carrés ou un truc comme ça à l'époque, en banlieue de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. Et il est tard à ce moment-là, puisque j'arrive à la trentaine, en fait. Et à 30 ans, il y a déjà pas mal de monde qui achète un logement en tant que résidence principale. Donc, je suis déjà bien en retard là-dessus, parce que je m'y intéresse pas du tout, en fait, à ce moment-là. Je m'intéresse pas du tout à l'immobilier jusqu'à ce moment. Tout simplement parce que tout le monde autour de moi me dit l'immobilier, c'est beaucoup trop cher, faut attendre que ça redescende, c'est trop cher, tu te rends compte, un crédit sur 20 ans, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, du coup, j'écoute tous ces gens qui sont autour de moi, qui sont la plupart du temps plus âgés que moi, plus d'expérience que moi, en tout cas sur le sujet de l'immobilier. Et je me dis, ah ouais, bon, ils ont certainement raison, donc je reste en retrait. Et à un moment donné, il y a toujours ce besoin d'appartenance au groupe auquel on appartient. Et ce qui se passe, c'est que les gens autour de moi deviennent propriétaires de leur maison. Ils achètent des terrains, ils font construire, ils achètent une maison. Et puis, quand ils m'invitent à l'apéro, ils m'invitent au bord de la piscine, on fait un barbecue et tout. Je me dis, merde, moi, quand je rentre chez moi, je rentre dans mon 40 mètres carrés au 3e étage. Je suis locataire, je ne suis pas propriétaire. Et j'ai envie, à un moment donné, comme tous les gens que je connais, d'avoir ma maison, de vivre dans une maison individuelle, parce que c'est le rêve numéro 1 des Français. Et donc, moi aussi, à un moment donné, j'ai ce rêve-là et je me lance. Je me lance et j'achète donc mon premier terrain pour y faire construire mon premier, ce que j'appelle maintenant mon premier investissement immobilier, alors que je ne savais pas que ça en serait un au départ, quoi. Ouais, pour pouvoir construire ta maison, quoi. Au départ, je veux juste acheter un terrain et faire construire ma maison. Et ça va pas se dérouler. Ça se passe pas comme prévu. Non. Tu as un refus, la banque accepte pas ta demande de crédit par rapport au projet que tu veux démarrer. Mais tu te débines pas, tu lâches pas l'affaire et tu vas faire le move qui deviendra ton move d'anthologie. Hein. Si tu étais un combattant, de boxe, ça serait un peu ton move signature qu'on appellera aujourd'hui la doublette. On en reparlera juste après. Ouais. Mais du coup, plutôt que de donner raison à la banque, tu vas avoir l'idée, et tu nous réexpliqueras comment parce que ça paraît fou, de ne pas faire une maison mais faire 2 maisons. Pour pouvoir du coup faire passer une maison, mettre un locataire et donc que ce revenu du locataire t'autorise à avoir son crédit. Comment ça va se passer? Comment tu vas avoir cette idée? Et pourquoi est-ce que la banque va valider un double projet alors qu'elle n'en valide pas déjà un tout seul? Alors, le projet initial, si tu veux, comme on le disait tout à l'heure, c'est que je voulais faire construire ma maison individuelle. Et à ce moment-là, je précise aussi que je suis célibataire, donc je suis tout seul. Et tous les gens qui sont autour de moi, dont je parlais tout à l'heure, sont en couple. Pour la plupart sont en couple, ont même déjà des enfants, etc., etc. Et donc, quand je les vois, certains d'entre eux sont des amis d'enfance. Donc, j'ai fait mes études avec eux, on a le même cursus, on a le même diplôme, etc. On évolue de la même façon, quoi. Et on a plus ou moins entre nous les mêmes salaires, à quelque chose près. Et donc, je me dis, eux, ils ont eu leur maison, moi, je vais avoir la mienne. Et je me pose pas plus de questions que ça, parce qu'à ce moment-là, je n'y connais rien, en fait, en immobilier. Je vois simplement des gens que je connais qui me disent qu'ils sont allés voir leur banquier, qui leur a prêté de l'argent et que du coup, ils sont devenus propriétaires de leur maison. Voilà, c'est la seule chose que moi, je retiens. Et encore une fois, je pars du principe que si les autres ont réussi à le faire, il n'y a pas de raison que moi, je n'y arrive pas. Donc, je vais voir la banque. Enfin, avant même de voir la banque, je commence tout de suite à chercher un terrain. Je me dis, je veux un terrain.
Dès que je l'aurai trouvé, je vais voir la banque pour avoir le prêt et faire construire. Et je trouve ce terrain, je trouve un terrain dans un secteur que je connais bien, le terrain me plaît beaucoup, etc. Et je m'y vois déjà, je vois déjà ma maison et tout. Donc je suis super excité, motivé et très content d'aller voir mon banquier. Et quand je vais voir mon banquier, je lui dis, voilà, j'ai un compte chez vous depuis 12 ou 13 ans, depuis que je suis adolescent en fait. C'est le compte que tu ouvres quand tu es gamin, tu vois, ou que tes parents t'ouvrent quand tu es gamin, et que tu gardes jusqu'à... c'était ce compte-là, j'en avais pas d'autre. Donc ce banquier me connaît depuis 15-20 ans, jamais un découvert, jamais un défaut, rien. Et là, j'y vais vraiment en toute confiance. Je dis voilà, j'ai acheté ce terrain-là. Avec l'insouciance, tu vas. Exactement. Et je lui dis, il me faut 250 000 euros pour acheter ce terrain et y faire construire la maison qui me plaît. De mes rêves. De mes rêves, voilà. Et là, très rapidement, ça s'est fait assez vite. Le banquier me dit voilà, non, ça va pas être possible. Écoutez, ce que vous demandez comme montant, 250 000 avec le salaire que vous avez, même si vous avez un bon salaire, un bon poste, je peux pas vous prêter 250 000. Et alors là, je tombe quand même un petit peu sur le cul parce que je m'attends pas du tout à un refus, mais pas du tout. Je suis persuadé qu'il va me prêter parce que je travaille. Parce que tu vois tes potes autour de toi, ils l'ont eu. Du coup, il n'y a pas de raison. Tu t'es jamais dit, ils sont à deux, ils ont deux salaires. Tu n'as jamais fait cette relation. J'ai jamais fait cette relation tout simplement parce qu'on ne m'a jamais expliqué qu'en fait, la banque te prête uniquement 35% de tes revenus en mensualité pour ton prêt. Et donc, quand le banquier me dit non, je ne te prêterai pas 250 000, je suis hyper déçu, j'ai de la colère en même temps, mais par contre, je me dis une chose, c'est que je ne partirai pas de ce bureau, soit sans mon crédit, soit sans savoir pour quelle raison il ne me prête pas. Je veux savoir pourquoi, et surtout comment l'obtenir. Et donc, je commence à lui poser des questions. Je dis pourquoi? Parce que là, moi, autour de moi, j'ai des amis, ils gagnent à peu près la même chose que moi, ils ont fait leur maison, etc. Et là, il m'explique toutes ces règles qu'a la banque. Il m'explique qu'en fait, une banque, pour se faire un prêt immobilier, ils ont un cadre, et dans ce cadre, il y a plusieurs cases à cocher. Et si on les coche toutes, eh bien, tu repars avec ton prêt. Si jamais il y en manque, ou alors qu'il y a une case qui est hors du cadre, eh bien, tu n'as pas ton prêt. Et il m'explique que moi, j'en ai qui sont à l'intérieur du cadre, mais il y en a également qui sont à l'extérieur, donc il ne peut pas me prêter. Et il me dit, par contre, je vois que vous êtes vraiment motivé, que vous voulez vraiment absolument devenir propriétaire. Il me dit, par contre, rassurez-vous, vous avez un profil qui est très bien pour obtenir un financement à la banque. Vous êtes salarié, vous avez un CDI, etc., etc. Mais on pourrait vous prêter si vous achetiez, par exemple, si vous vouliez, par exemple, acheter un T3. J'habitais dans un T2 à l'époque que je louais. Il me disait, voilà, si vous décidez d'acheter un T3 pour votre première résidence principale, l'affront, toi, tu as le truc, tes potes, ils ont la maison, toi, tu veux la maison. Et l'enculé, il te dit, tu peux avoir le truc d'en dessous si tu veux. Oh putain, alors là. C'est ça, exactement. Ce qu'il fallait pas dire, quoi. Évidemment, ça fait mal quand il te dit ça. Et toi, dans ta tête, moi, dans ma tête, je me dis, non, mais t'as pas compris. Moi, je veux ma maison. Je veux pas un T3 tout pourri. Je veux une maison individuelle avec un jardin pour inviter tous mes potes à faire des barbecues et à boire l'apéro. Tu vois, c'est comme ça que je le voyais. Mais bon, il m'explique que ça sera pas possible. Donc, je m'en vais. Je m'en vais et pendant une bonne quinzaine de jours, j'ai du mal à dormir. J'ai le truc qui tourne dans la tête, qui tourne. J'essaye de trouver la solution pour pouvoir arriver à mes fins, quoi. Et puis, au bout de 15 jours, je reprends rendez-vous avec le banquier qui me redonne donc un rendez-vous. Je vais le voir. Et quand je rentre, en fait, dans son bureau, lui, il est tout content. Lui, il m'accueille les bras ouverts. Il a le sourire jusqu'aux oreilles. Il me dit, putain, ce jeune, il est bien, quoi. Je lui ai dit que... Je vais lui vendre un T3. On va acheter un T3. Ouais. C'est ça. Le banquier pense que j'arrive avec un T3 à financer, quoi. Je vais lui dire, j'ai trouvé un appartement avec 2 chambres, je veux acheter ça. Et en fait, mais pas du tout. En fait, il m'invite à m'asseoir et il me demande qu'est-ce que j'ai à lui montrer. Et je lui dis que si je viens le voir aujourd'hui, c'est pas pour lui demander 250 000 euros comme je lui avais demandé la première fois, mais 300 000 euros. Alors là, je t'avoue que le gars, il a fait un petit recul quand même sur sa chaise. Il a commencé à rire, mais un peu jeune, tu vois. Il a dû se dire, bon, lui, ça va être compliqué. Il est un peu con, il est peut-être un peu con. Il est un peu con, le garçon. Et toi, à ce moment-là, tu as confiance en toi?
Tu es persuadé que ton plan il peut Ah, marcher? j'ai confiance en moi parce que j'arrive avec les bonnes réponses, en fait. Il m'a donné les bonnes réponses 15 jours plus tôt. Qu'est-ce qui t'a fait cocher ce projet mentalement? Où est-ce que tu es allé chercher les informations pour te dire que ça va marcher? Bien, en fait, je suis parti avec l'analyse des questions que j'ai faites à mon banquier 15 jours auparavant, qui me dit, il faut ça, 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 ça. Si tu as ça, 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 tu auras ton prêt. Je dis, OK, ça marche comme ça. Très bien. Je suis rentré chez moi et je me suis demandé comment est-ce que je peux adapter mon projet pour lui apporter toutes les réponses qu'il attend. Et il y avait une réponse notamment qu'il attendait, c'était celui d'avoir des revenus plus élevés, puisque c'est ce qui bloquait en premier lieu. Donc, j'avais pas beaucoup d'options. La première, c'était de demander une augmentation. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Quand tu demandes une augmentation à ton patron, 20 balles. 40 balles. Bon, voilà, je savais que je n'irais pas très loin avec cette solution-là. Donc, je me dis, il faut que je trouve une autre solution. Et cette solution, eh bien, ça a été en fait de modifier mon projet pour me permettre d'avoir un revenu supplémentaire. Et le revenu supplémentaire, eh bien, c'était celui de louer un bien immobilier à mon futur locataire, qui allait m'apporter, du coup, 900 € de loyer, donc 900 € de revenus supplémentaires à mon salaire. Et par contre, pour pouvoir réussir à faire ça, il a fallu aussi que je fasse des concessions. Ça n'a pas été non plus, c'est pas tout rose. C'est-à-dire que à la base, le projet que j'ai, c'est de faire une maison qui fait 130 mètres carrés, habitable, etc., avec la piscine et tout. Et au final, j'adapte mon projet pour pouvoir faire 2 maisons, donc une pour moi et une que je pourrais louer à un locataire qui allait pouvoir me rapporter 900 € par mois. Et par contre, le truc, c'est que du coup, je ne peux plus faire de maison pour moi de 130 mètres carrés. Tu n'as plus la maison de tes rêves, quoi. Voilà, sinon j'explose le budget, c'est pas possible. Donc je décide de prendre un peu sur moi, de réduire un petit peu la surface du projet que je voulais pour moi, et de ce fait-là, de pouvoir faire 2 logements au lieu de faire juste une maison. Et lorsque je lui présente ça au banquier et que je lui montre qu'en fait, je vais avoir 2 maisons, une que je vais habiter, donc j'arrive à atteindre l'objectif que je voulais, d'être propriétaire, et à côté de ça, j'allais louer la 2e maison à un locataire qui allait me permettre de me rapporter 900 € par mois et du coup de payer pratiquement avec ce loyer-là presque la totalité de la mensualité du crédit que je lui demandais pour 300 000 €. Il me restait, je crois, de ma poche 300 € à payer pour combler le 350 € à combler sur le loyer pour pouvoir payer la mensualité du crédit. Et quand le banquier fait l'analyse comptable, entre guillemets, mathématique du projet, il dit c'est bon, c'est parfait, ça marche, ça fonctionne. Donc j'ai coché toutes les cases à l'intérieur du cadre et puis j'ai eu mon prêt et c'est comme ça que j'ai réussi à faire ma première doublette du coup. Donc le fait d'acheter une doublette, c'est le fait d'acheter donc un terrain, de faire construire 2 maisons dessus, que ce soit des maisons jumelées ou des maisons individuelles. Et donc ça glisse. Et donc ça glisse et j'ai mon prêt, et je réalise mon opération, je fais construire. Je mets un locataire en place, j'habite dans ma maison et voilà. Est-ce que tu vois l'énorme win à ce moment-là? Ou est-ce que c'est juste finalement, ça devait se passer, ça se passe? Ou est-ce que tu conscientises quand même que tu viens de faire un truc qui va changer ta vie? Non, je ne le réalise pas tout de suite en fait. Pour moi, j'ai juste réussi à trouver une méthode pour devenir propriétaire de ma maison. Ça ne va pas plus loin que ça. À ce moment-là, je ne raisonne pas sur ce projet comme ayant gagné de l'argent. Tu vois, j'ai juste atteint un objectif. Et donc, juste après ce projet-là, je suis licencié pour raison économique. Et ce qui se passe pendant… Alors là, je reste un petit peu de temps sans travail parce que je veux relancer en fait je veux me relancer dans l'entrepreneuriat, etc. Enfin, je sais pas trop. Je sais pas si je veux me lancer dans l'entrepreneuriat ou repartir dans le salariat. Voilà, il y a des questionnements à ce niveau-là parce que je prends conscience aussi que le CDI que j'avais m'a permis finalement de pouvoir emprunter à la banque et de réaliser mon opération immobilière où je suis propriétaire de ma maison. Et là, je me dis peut-être que si je retrouve un boulot de salarié, je vais pouvoir refaire la même chose et continuer mes investissements de cette façon. Mais il arrive un événement assez dramatique à ce moment-là, c'est que je perds mon père. Mon père s'en va et il venait juste d'atteindre la retraite. Ça faisait 6 mois qu'il était à la retraite. Et ce putain de scam de la vie, quoi.
Ouais. Et c'est exactement ça, c'est exactement de ça que je voulais parler, tu vois. Tu fais bien la transition. C'est le scam de la vie, c'est qu'en fait, à ce moment-là, la chose qui se passe chez moi, c'est que je prends conscience qu'en fait, mon père s'est trompé toute sa vie. Sur la grande leçon de vie qu'il me donnait, depuis toujours, sur cette éducation qu'il m'a donnée tous les jours concernant le travail, l'argent, etc., il s'était trompé depuis le début. Mon père me disait, si tu travailles dur, très dur, sans compter tes heures, parce que mon père travaillait comme un fou, quoi. Il bossait le week-end, il rentrait à des heures pas possibles. Voilà, il bossait vraiment comme un malade. Et là, même quand on disait qu'il y avait un déséquilibre, là, sa vie privée à lui, elle était vraiment. Elle était sur le chantier, au black, le week-end ou le soir, quoi. Toujours voilà, pareil. tout le temps. Ouais. Voilà, tout le temps au mail. Tout le temps au mail. Et là, je prends conscience d'un truc. Je me dis, mais tout ça pour ça? En fait, mon père considérait qu'il fallait travailler très dur et tout ce que tu gagnais, il fallait l'économiser. C'est pour ça que mes parents, moi, mon frère, nous aviez les sapes moins chers parce qu'il y avait de la thune de côté, quoi. Voilà, tout était à l'économie, on ne dépensait pas, on n'a pas la plage pour pas dépenser d'essence, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Donc, tout était basé sur travailler très dur et faire beaucoup d'économies pour que, à un moment donné, on atteigne la retraite et que là, on prenne vraiment du bon temps. Et là, le gros scam de la vie, c'est celui-là, c'est que mon père a travaillé donc toute sa vie, il a commencé à bosser à l'âge de 16 ans, il arrive à 62, il prend sa retraite, 6 mois après, il quitte ce monde. Il t'a donné la plus belle leçon de sa vie en la quittant, quoi. Ouais. En gros, ça m'a foutu un peu tu m'as foutu les boules un peu en parlant de ça, mais c'est puissant. C'est la plus belle leçon qu'il a pu te donner en mode écoute bien tout ce que je t'ai dit, regarde bien tout ce que j'ai fait et regarde ce qui s'est passé. Et maintenant, fais ta vie, mon fils, deviens un homme, quoi. C'est fou, hein? Ouais, exactement. Mais là, c'est à ce moment-là que je me dis, il faut surtout pas que je fasse ce que pensait que mon père était bien de faire, quoi. Et c'est à partir de là où j'ai totalement changé. Ma vision des choses a vrillé à ce moment-là, précisément. Et c'est là où j'ai pris conscience de l'investissement que je venais de faire. Je l'appelais même pas comme ça à l'époque. Pour moi, j'étais juste devenu propriétaire de ma maison. Ma maison, quoi. Ouais, je me moquais de mon locataire, je me moquais du revenu du loyer qui me versait tout. Je m'en moquais totalement de ça. J'étais juste propriétaire de ma maison. Et après, j'ai commencé à voir les choses différemment. J'ai fait estimer les 2 maisons par un agent immobilier. Et là, j'ai eu une confirmation qui m'a poussé sur. Il y avait un gain, il y avait une croissance. On venait de gagner 100 000 balles ou presque. Je l'imaginais pas. C'était pour moi, je me doutais pas une seconde de la valeur de ce que je venais de faire. Et quand je le fais évaluer parce que je commence à me poser plein de questions. Donc je commence par me dire, mais je vais les faire évaluer pour voir combien ça vaut, en ayant quand même l'espoir que ça vaille quelque chose. Mais je n'étais pas trop sûr. Et quand l'agent immobilier me présente ses évaluations, alors là, autant te dire que là, j'ai mon cerveau qui fait qu'un tour. Et il me dit, à partir de maintenant, je vais ne faire que ça. Donc, il y a à peu près 100 000 balles, hein, c'est ça, plus ou moins? Non, 100 000 beaucoup euros plus, de plus-value. beaucoup plus, parce que quand je parle de 100 000 euros sur ce type d'opération, quand j'en parle sur Internet, je dis 100 000 euros pour prendre aucun risque. C'est-à-dire que je sais que à partir du moment où j'enseigne cette méthode à quelqu'un, je sais qu'il atteindra les 100 000 euros. Et à l'époque, il te dit quoi, l'agent immobilier? Il t'annonce quoi? À l'époque, le résultat de l'opération, c'est 320 000 euros de plus-value. Putain, merde! Ouais, 10 ans, t'aurais pu bosser 10 ans, quoi. 10 ans de boulot, quoi. C'est ça. Et là, ce que je me dis justement à ce moment-là, c'est que si jamais je fais juste une opération comme ça tous les ans, juste une, au bout de 5 ans, je suis un vrai rentier. Alors, ce que j'appelle un vrai rentier, c'est pas avoir du cash flow sur un investissement immobilier. Ça, c'est les faux rentiers, ça. Un rentier, c'est quelqu'un qui a des revenus totalement passifs qui proviennent d'actifs sur lesquels il n'y a plus aucune dette. Ça, c'est un vrai rentier.
C'est-à-dire que tu as, par exemple, une maison, Un loyer plein, par exemple, un etc. loyer plein, il n'y a pas de crédit dessus. Tu rembourses rien à personne. C'est une maison qui est totalement C'est à payée toi, et c'est du qui te rapporte patrimoine. de l'argent tous les mois. Ça, c'est ce qu'on appelle être un vrai rentier. Et là, je me fais, en fait, je vois le truc et je me dis, si je fais une seule opération comme ça tous les ans, pendant 5 ans, dans 5 ans, je suis rentier, un vrai rentier, avec 5 000 euros par mois, à vie. À vie, et en plus avec un capital liquide, puisque c'est de la maison individuelle. Une maison individuelle, quand tu la mets en vente, si c'est pas une maison qui est trop vieille, si c'est une maison qui reste neuve, c'est-à-dire moins de 10 ans, ça part très très vite et très très bien. Sur les marchés. Donc en plus avec un capital de plus de 1 million d'euros au bout de 5 ans, que j'aurais pu me constituer si je faisais une opération comme ça tous les ans. Et là en fait, ben, c'est de là que tout commence en fait sur mes investissements immobiliers, et je me décide en fait de mettre le paquet là-dessus. Et tu vrilles. J'ai la croyance, je vais revenir un petit peu dessus. J'ai une autre croyance, j'en ai plein des croyances. J'ai la croyance que, surtout pour les hommes, et pour les hommes qui ont des relations un peu conflictuelles, de prouver sa place à un papa, parfois un peu autoritaire, parfois un peu dur, etc., qu'en général, on se bat toute une partie de sa vie pour lui prouver qu'on existe et qu'on est là, et on a cette rage finalement de lui prouver et de gagner ce respect peut-être de son paternel, et que quand on arrive à faire ce qu'on appelle l'expression tuer son père, quoi, quand on arrive à faire entre guillemets ce deuil de cette relation, de chercher à plaire à son père, on commence vraiment à s'élever et à s'éveiller. Malheureusement, toi, ça a été par le départ de ton papa. Et ça n'a pas été uniquement imagé, mais ça a été réel. Est-ce que c'est ce que tu as vécu? Est-ce que si on regarde un peu dans le rétro, ça pourrait s'expliquer comme ça? En fait, je crois que les gens ne peuvent pas s'imaginer à quel point on peut avancer sans limite à partir du moment où on arrête de donner de l'importance à ce que peuvent penser les autres de soi. À partir du moment où on arrête de donner de l'importance à ce que pensent les autres ou peuvent dire les autres de soi, pour reprendre ton terme, on peut s'élever vraiment très très haut. C'est-à-dire qu'on est sans limite. On devient sans limite, quelque part. On est capable de faire de très grosses choses, peu importe d'où on vient, à partir du moment où on arrête justement d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre que toi-même. Ça a été ton déclic? Ça a été mon déclic, ouais. Ça a été mon déclic. Eh ben, c'est beau. Merci beaucoup, David, en tout cas, d'être revenu sur tous ces éléments et pour ces éléments qui sont parfois très personnels et pas forcément faciles à partager. Tu as commencé à investir à 30 piges, plutôt vieux. Tu as commencé à entreprendre plutôt vieux, même si effectivement, il y a eu ce passage à 25 ans. Ouais. Est-ce que justement, tu penses que vaut mieux tard que jamais? Qu'on a 30, qu'on a 40, qu'on a 50, il faut se lancer, il faut le faire. Est-ce que c'est plus facile quand on a 20? Et quelle est ta vision par rapport à ça? Alors, je dis toujours que si j'avais pu, j'aurais commencé à investir à 15 ans. Donc, Ouais. le conseil que je peux donner à tous ceux qui nous regardent, c'est de commencer à investir dès que c'est possible. Il y a pas d'âge, on n'est pas trop jeune et on n'est pas non plus trop vieux. La preuve, c'est que moi, j'ai commencé à investir, j'étais pas forcément tout jeune. Mais évidemment, plus on investit tôt, et mieux c'est, parce que un investissement, il est corrélé au temps. Plus on conserve, plus on commence tôt un investissement, quand on le conserve, bien évidemment, eh bien, il va profiter d'un phénomène exponentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le démarre, il va faire comme ça, et puis avec le temps, à un moment donné, ça va commencer à grimper beaucoup plus violemment, et ça devient ce que j'appelle parabolique. Donc ça remonte beaucoup plus en flèche, et ça, c'est relié au temps. Donc plus on commence tôt, plus on investit tôt, et plus cet investissement nous rapportera. L'exemple type, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, qui a commencé à investir très jeune, il a commencé à acheter des actions qui n'étaient pas chères du tout. Et le secret de Warren Buffett, c'est qu'il n'a rien d'extraordinaire, en fait, Warren Buffett, quand on regarde la façon dont il a créé sa richesse. Il n'arrête jamais, il ne revend pas quand ça pue et il achète au bon moment, quoi. Mais c'est surtout qu'il ne vend jamais. Warren Buffett, si on l'écoute, il achète une action et il la garde pour ne jamais la vendre. Et c'est justement le fait de les avoir gardés aussi longtemps
qui a pu lui permettre de devenir milliardaire. C'est ce phénomène exponentiel et parabolique dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, les actions Coca-Cola qu'il détient toujours, il les a achetées il y a 30 ans. Et quand il achetait une action il y a 30 ans, il disait que, quand il décidait d'acheter une action, il se disait que cette action, quoi qu'il arrive, vaudrait de toute façon plus cher 20 ans plus tard. Donc, il partait déjà avec une projection à 20 ans, pas à l'année prochaine. Et c'est ça qui fait la différence entre un investisseur et un trader. Et on retrouve la même chose dans l'immobilier. Pour te donner un exemple, moi, je suis plutôt le profil de l'investisseur. Je garde et j'essaie de conserver le plus longtemps possible. Et à côté de ça, tu as ce qu'on appelle les marchands de biens, chose que j'ai pratiquée aussi pendant quelques années, où le marchand de biens, son boulot, c'est d'acheter un bien immobilier pour le revendre et faire une plus-value tout de suite. Mais tu laisses énormément de levier sur la table quand tu fais ça. Quand aujourd'hui, tu as réussi à gagner ce combat sur toi-même, à atteindre des sphères peut-être que tu n'imaginais pas, justement, comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce qu'à un moment donné, tu te réveilles, tu te regardes dans le miroir et tu te dis merde, je l'ai fait, ou merde, j'en suis là? Est-ce qu'il y a un avant-après? Est-ce que c'est progressif et du coup, tu t'en rends pas vraiment compte? Non, en fait, ça devient un plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça devient un plaisir? C'est que l'objectif de départ n'est plus le même aujourd'hui. Les objectifs changent, ils sont faits pour changer. Un objectif, il n'est pas immuable. On se donne des objectifs pour se donner des directions et des chemins à prendre, mais pas pour rester enfermé dans un objectif. Cet objectif, il peut bouger avec le temps. Ben aujourd'hui, en fait, réaliser ces investissements ou former les gens pour pouvoir atteindre les résultats que je peux atteindre, ça devient un plaisir et un challenge, en fait, aujourd'hui. Et plus forcément un objectif pour gagner à tout prix de l'argent, tu vois. Aujourd'hui, l'argent, j'en ai gagné, je sais faire. Demain, je peux tout perdre, je sais exactement comment je recommence. Ça me pose absolument aucun problème de tout perdre demain parce que je saurai comment recommencer, refaire la même chose et peut-être même avec de meilleurs résultats. Mais aujourd'hui, voilà, ça devient juste un plaisir de réaliser une nouvelle opération qui soit plus belle, qui soit plus rentable, tu vois, c'est ce plaisir de chercher, de monter le projet et de le réaliser qui me motive plus que le fait que ça me rapporte beaucoup d'argent. Quand est-ce justement que tu as eu ce shift? Quand est-ce que tu as arrêté de te battre pour gagner ta vie ou pour réussir à atteindre un chiffre? Et quand est-ce que tu as commencé à switcher sur ce truc de t'amuser vraiment? À partir du moment où j'ai atteint l'objectif de gagner ma vie. Et ça a été, comment est-ce que tu as défini ça? Est-ce que c'était un montant? Est-ce que c'était un nombre de maisons? Est-ce que c'était un patrimoine net? C'était quoi, toi, ton objectif que tu as défini? Mon objectif, alors il est beaucoup plus évasif que ça, c'est de ne plus avoir besoin d'argent. Et comment tu as défini ça, du coup, à l'époque? Par rapport à mon niveau de vie. J'avais un niveau de vie qui était celui que je voulais avoir. Et à partir du moment où je pouvais avoir ce niveau de vie sans avoir avoir de problèmes pour pouvoir l'avoir financièrement, ben pour moi, c'était gagné. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des opérations, non plus pour gagner de l'argent, mais parce que ça me faisait plaisir de le faire, parce que ça me fait toujours plaisir de le faire. Parce que tu t'amuses, parce que voilà le challenge, parce que se dépasser, mais non plus est-ce que je vais bouffer ou est-ce que j'existe ou... Voilà, c'est plus ça. Il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, comme objectif ou comme rêve d'arrêter de travailler et de faire le tour du monde et voilà, et de voyager toute leur vie. C'est pas du tout ce que je recherche, moi. Je recherche pas du tout ça. La vie que j'ai aujourd'hui me plaît, me satisfait totalement. Et ce que j'aime, c'est faire ce métier. J'aime travailler, j'aime ça. Et à chaque fois, je considère même plus ça comme du travail parce que, comme je le disais tout à l'heure, je me fais plaisir en fait. Quand je vais chercher un terrain pour faire une nouvelle opération, c'est un petit peu comme si je partais à une chasse au trésor, tu vois. Tu redeviens un gosse, je m'amuse quoi. Voilà. Aujourd'hui, je m'amuse. Quand tu dépasses le million de patrimoine, soit à crédit, soit payé, qu'est-ce qui se passe quand on commence à atteindre ce type de montant? Est-ce que le David, le gosse, l'enfant intérieur, là, qu'est-ce qu'il vit à ce moment-là
quand on commence à passer dans une autre sphère, dans un autre niveau, comment est-ce que tu vas le ressentir? Comment est-ce que tu vas le vivre? Ben, en fait, pour tout te dire, le 1er million, très difficile avant de l'avoir atteint. J'ai dû, voilà, y laisser quelques gouttes de mon front, passer quelques nuits blanches. Voilà, ça m'a demandé beaucoup de travail. Ça a été très difficile de réaliser le 1er million. En revanche, une fois que tu as réalisé le 1er million, le deuxième est inévitable. Le deuxième est venu à une vitesse qui n'est pas comparable avec le temps que j'ai dû passer pour faire le premier. Pourquoi? L'expérience, la mise en place de schémas, de méthodes qui te permettent d'aller beaucoup plus vite, quoi. Le 1er million, c'est le bébé qui commence à apprendre à marcher. Il rampe au départ, et puis à un moment donné, il se met à genoux, et il veut essayer de commencer à marcher, il se lève, et il tombe. Des fois, il se fait mal, il pleure, mais il se relève. Et à un moment donné, eh bien, il a compris le truc, et puis il finit par marcher, quoi. Mais le 1er million, c'est ça, c'est de marcher. Et en fait, les autres, mais une fois que tu sais marcher, très rapidement, tu sais courir. Tu apprends beaucoup plus vite à courir quand tu es gamin qu'à marcher. Et bien, c'est la même chose, en fait, dans l'objectif financier lorsque tu es entrepreneur. Faire le 1er million, ça va être très difficile. En revanche, le deuxième, il est inévitable. Quand est-ce que tu te rends compte que tu as atteint des paliers financiers que moins de 0,01% de la population réussissent à atteindre? Quand est-ce que tu prends conscience que tu viens d'atteindre un truc important? Comment est-ce que tu vis ça? En fait, je ne prends pas conscience de ça, tout simplement parce que j'avance avec, à chaque fois, des objectifs beaucoup plus petits que ce que je suis en train de parler là. C'est-à-dire que pour atteindre mon 1er million, le million, je l'ai découpé en 100 000. C'était comment je fais pour faire mes prochains 100 000. Et puis mes prochains 200 000. Et puis à un moment donné, tu arrives à 1 million. Et quand tu arrives à 1 million, forcément, tu te dis comment je fais pour faire le deuxième. Et tu avances comme ça. Donc en fait, j'en prends pas conscience parce que je l'ai fait, je le fais naturellement. Je le fais dans une avancée qui reste naturelle en fait. Tout simplement parce que je les ai redécoupés en faisant de tout petits objectifs. Et à chaque fois qu'on atteint un objectif, eh bien, on arrive à passer au deuxième. En fait, ce que je me dis, c'est que quand on est entrepreneur, on a besoin de petites victoires. On n'a pas besoin de grosses victoires. On a besoin de plein de petites victoires. Et le chemin, c'est celui-là, en fait. C'est se donner des petits objectifs. C'est pas des petits objectifs. C'est se donner des objectifs qui sont atteignables, qui vont te faire plaisir d'atteindre, mais surtout qui vont te donner la puissance de pouvoir aller chercher le prochain objectif qui est un peu plus haut. Voilà. Ouais. Parce que le but, c'est pas d'atteindre un objectif et d'arrêter. Tu vas quand même célébrer à un moment donné, tu vas quand même célébrer ce passage à une autre vie, à une autre, à plus jamais avoir à galérer, à plus jamais à recevoir un non. Alors non pas de la banque, parce que je pense que tu en as encore vu que tu montes les prix des projets, mais un non, typiquement, demain à ton neveu, ta nièce, ton gosse, tu lui diras jamais non pour avoir une paire de baskets. Enfin, il n'y aura pas cette même frustration que tu as pu reconnaître en étant gamin. Est-ce que tu vas quand même prendre conscience de ça et le célébrer à un moment donné, ou tu prendras même pas le temps sur le chemin? Si, je prends le temps. Je prends le temps. Il faut absolument célébrer ces victoires. Tu vois, je n'appelle même pas ça des objectifs, j'appelle ça des victoires. Il faut célébrer ces victoires. Quand tu vois une équipe de foot qui gagne la Coupe du Monde, le lendemain, ils repartent pas à l'entraînement. Ils vont faire la fête toute la nuit et ils vont le célébrer. Et c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat. Il faut prendre le temps de célébrer ces petites victoires. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui te donne c'est ce qui donne l'essence au moteur de pouvoir aller chercher la deuxième, quoi, hein, tout simplement. Hein. Parce que ce qui est le plus beau dans la victoire, c'est la célébration qu'il y a derrière. Surtout. Et je le célèbre, tu le sais d'ailleurs. Tu le sais, je me fais plaisir. Je me fais plaisir. Parce que l'argent, malgré ce qu'on peut en dire, permet certaines choses voilà, pour se faire plaisir. L'Aston Martin, c'est un rêve de gosse, c'est une célébration aussi, ça? Ah, exactement, tout à fait. Voilà, c'est l'exemple, un exemple de célébration et qui fait plaisir. Cette voiture, elle n'est pas toute jeune, c'est pas une dernière génération, mais je l'ai voulu et je l'ai rêvé pendant pas mal de temps. Et aujourd'hui que je l'ai, ben, à chaque fois que je monte dedans, ça me rappelle ces petites victoires. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas juste une voiture. C'est pas juste une voiture pour mon ego.
c'est une voiture qui représente toutes ces victoires que j'ai pu accomplir, que j'ai pu arriver à avoir, quoi. Voilà. Est-ce que le David gosse sur cette photo, dans cette petite voiture à pédale Ferrari, il jouit? Est-ce qu'il est heureux quand il est derrière le volant de l'Aston Martin ou quoi? Ah oui, c'est évident. Ça C'est représente évident. aussi cette revanche sur la vie? Ouais. Tu vois, ce gap qu'il a pu avoir entre ma jeunesse, quand j'avais des chaussures qui sortaient de chez Leclerc et qui se déchiraient au bout de quelques semaines, et maintenant où j'arrive à conduire cette voiture que je pouvais même pas m'imaginer avoir un jour quand j'étais adolescent. Quand on est adolescent, on est tous, en tout cas les garçons, sont très à regarder les belles voitures, etc., mais sans jamais se dire qu'ils vont pouvoir l'avoir, tu vois. Quand je vois des gamins regarder leur téléphone, des vidéos de Lamborghini, de Ferrari, etc., ils se font plaisir à regarder ces voitures, mais à aucun moment ils se disent « un jour j'en aurai une ». Ils se disent « ça c'est la voiture des gens qui sont riches ». Ils se disent pas « ça sera la mienne ». Parce que s'ils se disaient « un jour ça sera la mienne », peut-être qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient dans le parcours qu'ils prendraient, quoi. Peut-être qu'ils se mettent au travail, et c'est notamment pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui à vous partager l'histoire de David. Avant de basculer sur une partie peut-être un peu plus conseil, peut-être un peu plus pratico-pratique de comment est-ce que toi, tu as réussi à faire ton trou dans l'immobilier et qu'est-ce que tu recommandes, c'est quoi le truc le plus fort que tu as appris sur l'argent? Après ces ups, ces downs, après avoir une carrière de salarié qui était plutôt bonne, après avoir tout quitté pour faire une opération sans vraiment le vouloir, qui fait plus de 300 000 € de plus-value potentielle, et après avoir réussi à bâtir un patrimoine énorme. S'il y avait un truc sur l'argent à comprendre, une clé, un truc, ça serait quoi? Alors, très simple, l'argent ne m'inspire absolument rien. Il n'est pour moi ni négatif, ni positif. Il n'a pas d'odeur, il ne représente rien. L'argent, c'est du papier. C'est un moyen de pouvoir accéder à des choses qui vont te faire plaisir. Je te donne un exemple. Alors, tu vois, on parlait de ma voiture tout à l'heure. Alors, ça me fait plaisir, j'ai pu l'obtenir grâce à de l'argent. Mais l'argent, il ne te permet pas que ça non plus. L'argent, il peut te permettre aussi, par exemple, de faire plaisir à ta mère ou à ton père ou à un sœur, à un frère, je sais pas moi, à aider des gens que tu as envie d'aider, à donner à une association qui te tient à cœur et que tu as envie d'aider, tu vois, à une ONG. L'argent peut faire beaucoup de choses. Il peut être aussi bien employé pour faire du mal que pour faire du bien. Et tout ça, ça va dépendre uniquement de toi, de qui tu es et de ce que tu en fais de cet argent-là. Donc l'argent, pour moi, il m'inspire rien. C'est juste un outil qui me permet d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Et tu penses du coup que le fait d'avoir dépassionné cette relation à l'argent te permet d'en gagner plus facilement? Te permet d'être beaucoup plus la tête neutre ou la tête froide quand tu prends des décisions sur des business? Oui. Oui, parce que dès que tu as commencé, en fait, pourquoi les gens riches deviennent toujours de plus en plus riches? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, quand ils prennent des décisions, ils ont plus peur de perdre l'argent qu'ils vont investir ou qu'ils vont mettre en avant. Tout simplement parce qu'ils en ont assez. Et c'est dans ces cas-là, et souvent dans ces cas-là, que justement, ils réalisent et ils arrivent à saisir de très bonnes opportunités et que finalement, ils gagnent encore plus d'argent que s'ils avaient eu peur et s'ils avaient pris le temps de réfléchir, de laisser passer l'opportunité. Ce qui se passe pour beaucoup de monde, quoi. Beaucoup de monde aujourd'hui reste bloqué en bas. Encore l'exemple de mes parents. Pour pas aller chercher plus loin. Mes parents, c'était investissement, assurance vie, fonds euros, garantie à mort. Tu vois, rentabilité 1,5%. Oui, mais on veut pas plus parce qu'on veut que ça soit garanti. Rentabilité pour la banque surtout, ouais. Voilà, c'est ça. Et ce placement-là, pourquoi? Pourquoi autant de sécurité sur des placements de ce type-là? Tout simplement parce qu'on a peur de le perdre, cet argent qu'on place à la banque. Mais à partir du moment où tu as moins peur de le perdre, ou en tout cas que tu acceptes de perdre une partie de cet argent que tu vas investir, eh bien là, tu vas découvrir d'autres placements. Tu vas découvrir d'autres façons d'investir qui vont te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Mais tu n'auras plus cette peur de devoir le perdre. C'est accepter le risque
confronter le risque, comprendre comment ça fonctionne, se former, apprendre, expérimenter pour gagner confiance en soi, afin de maîtriser le truc et y aller sérieusement, quoi. C'est ça. Ouais. Du coup, justement, le truc que tu recommandes numéro 1, la première casquette que tu as aujourd'hui, c'est d'être investisseur promoteur. Donc, tu crées des logements neufs, des maisons individuelles principalement. C'est vraiment ta botte secrète, comme on l'a dit tout à l'heure. Combien est-ce qu'il faut d'argent pour devenir investisseur promoteur et construire, par exemple, son premier duo de maisons et faire une opération qui pourrait nous faire gagner 100 000 balles minimum, comme tu aimes à le dire? Alors, ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'on va faire l'opération parce que l'emplacement va beaucoup influencer le prix total de l'opération. Je te donne un exemple. Hein, si tu achètes un terrain en banlieue bordelaise et si tu achètes un terrain en banlieue parisienne, ben, ça va pas du tout être la même chose parce que le prix du terrain va être différent. Mais pour te donner une échelle, en tout cas une fourchette, on peut très bien faire des opérations de ce type-là à partir de 250 000 euros. Et par contre, derrière, pour l'autre partie de la fourchette… Paris, c'est plus cher, quoi. Oui, Paris, c'est plus cher. Si tu veux faire des maisons à Saint-Tropez, ben, ça va être plus cher aussi. Tu vois, ça va dépendre de l'endroit. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les gens, en fait, se trompent lorsqu'ils veulent investir dans l'immobilier. Ils veulent investir dans l'immobilier là où ça coûte pas cher. Pour être rentable, parce qu'ils pensent que pour être rentable, il faut acheter dans les endroits où c'est pas cher. Et en fait, c'est tout le contraire. Plus tu vas acheter dans les endroits qui sont chers, et plus l'argent que cet investissement va te rapporter va être important. Dans ton cas de figure, parce que tu crées des maisons neuves, c'est ça? Voilà. Dans mon cas de figure, quand j'investis dans la construction de maisons individuelles, il y a des gens, par exemple, que j'ai formés sur cette méthode-là, qui ont investi en région parisienne, qui font des plus-values supérieures à celles que moi je fais à Bordeaux, par exemple, tu vois. Et tout parce ça, que justement, les biens ont une valeur importante. À la construction, c'est plus ou moins toujours le même coût de construction que tu construises à Paname ou à Bordeaux. La différence, ça va être le prix du terrain. Et donc, si tu arrives à bien acheter le terrain, tu peux faire des plus grosses plus-values parce que le coût de l'immobilier est plus cher en banlieue parisienne. C'est un peu ça l'histoire? Oui, en fait, tu as cette relation en fait, du prix qui fait que plus un bien est cher et plus il va te rapporter en termes d'investissement d'argent. Et en fait, j'ai découvert ça assez facilement. Quand j'ai commencé à investir, que j'ai fait ma première opération et que je me suis dit, ben maintenant je vais faire ça de façon professionnelle, je veux faire vraiment que ça, je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, qui gagne le plus d'argent aujourd'hui dans le secteur immobilier tout entier? Ceux qui gagnent le plus d'argent, ce sont les promoteurs. C'est les promoteurs immobiliers. Ils font des opérations de 4, 5, 10, 15 millions d'euros. C'est 150 logements de créés. Voilà. La rentabilité, en revanche, elle est très faible. Ils vont faire 3-5% de rentabilité sur une opération comme ça. Oui, mais en volume financier en euros, c'est énorme. Voilà, c'est des millions d'euros de bénéfices sur chaque opération. Je me suis dit, OK, il y a les promoteurs immobiliers, donc très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres secteurs qui gagnent beaucoup d'argent avec l'immobilier? Et j'en ai découvert d'autres, en fait. Ce n'est pas que les promoteurs. Il y a aussi les banques, les assurances et les fonds d'investissement qui gagnent beaucoup d'argent dans l'immobilier. Parce qu'il faut savoir que les banques, les assurances et des fonds d'investissement achètent de l'immobilier pour eux en tant qu'investissement. Et pour les repérer, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans les grandes métropoles françaises, Paris, Bordeaux, Lyon, et regarder, être attentif à ces très beaux immeubles qu'on peut trouver en centre-ville et qui ont tout le temps les volets fermés. Ces très beaux immeubles haussmanniens, par exemple, avec les volets fermés, qui sont tout le temps fermés, on se dit, mais c'est pas possible, personne qui habite dans ces immeubles. Et effectivement, il n'y a personne qui habite. Ces immeubles-là sont achetés par des fonds d'investissement ou des banques ou des assurances. Ce sont des immeubles qui coûtent plusieurs millions d'euros, qui sont très souvent en centre-ville des grandes métropoles françaises, là où la plupart des gens, la plupart des Français qui investissent dans l'immobilier considèrent que ce n'est pas rentable d'investir parce que les prix sont trop hauts, alors que ces gros trusts de la finance et experts du make money investissent. Et là, je me suis posé cette question. Comment ça se fait? C'est forcément qu'il y a une raison. Il y a forcément une raison. Ils trouvent leur intérêt, quoi.
La relation, c'est celle-là, c'est qu'un bien qui a une très grosse valeur intrinsèque, placé sur un emplacement numéro 1, te rapportera toujours beaucoup plus d'argent que n'importe quel autre investissement immobilier, même si on ne le loue pas. Parce qu'une banque ou un fonds d'investissement, il n'a pas besoin de louer un logement pour en tirer un cash flow. Ça, c'est les particuliers qui investissent dans l'immobilier, la plupart du temps, cherchent à faire un cash flow pour avoir un revenu complémentaire, en fait, sur ces investissements immobiliers. Et c'est là le piège. C'est qu'on se laisse aveugler par ce cash flow et finalement, on ne voit pas les plus gros leviers, les leviers les plus puissants qui te permettent d'avoir en fait le maximum de revenus à sortir d'un investissement immobilier. Et ça, c'est ce que les fonds d'investissement et les banques, elles, ont en revanche très bien compris. Et c'est pour ça qu'ils investissent dans ces endroits-là et dans ce type de biens. Alors, tu fais aussi de la location, tu fais aussi du marchand de biens où tu vas faire de l'achat-revente. Mais du coup, effectivement, ce que tu maîtrises le plus et là où tu gagnes le plus d'argent, c'est construction. J'imagine attendre un petit peu, mettre le bien en gestation. Soit tu mets en location, soit tu revends direct. En général, tu gardes, tu mets en location et puis tu revends plus tard, c'est ça? C'est ça. Moi, aujourd'hui, j'achète des terrains, je fais construire des maisons, plusieurs, et je les mets en location. Et en fait, je ne vends que lorsque je suis obligé de vendre. Pour pouvoir refaire du crédit et repartir sur une opération plus grosse. Exactement. Pour me désendetter, retrouver de la capacité d'endettement, être de nouveau finançable et repartir sur des projets. Mon désir à moi, c'est de ne jamais vendre. Parce que je suis conscient d'une chose, c'est que plus je conserve un bien dans le temps et plus il me rapportera de l'argent. Et cet argent-là, ce qu'il faut savoir, et c'est ça qui me plaît le plus en fait, c'est qu'il est totalement passif. C'est qu'il n'y a besoin de fournir absolument aucun travail. Ça s'appelle la valorisation. C'est le levier sur lequel la valorisation et l'amortissement. C'est le fameux levier sur lequel a joué notamment Warren Buffett pour devenir milliardaire. Warren Buffett, son secret, ça a été de ne jamais vendre ses actions et de les avoir le plus longtemps possible. Et avec le temps, ces actions, elles ont explosé. Et moi, j'essaye de faire la même chose. L'objectif, c'est d'avoir le plus de maisons. Comment ? Tu joues à Monopoly, l'objectif, c'est d'avoir le plus de maisons. Voilà, c'est ça. Et le locatif et le cash flow est pour moi au second plan. Le premier plan, c'est l'investissement immobilier. Parce que quand on parle de cash flow, du cash flow à la suite de la location de logement, on ne parle plus d'investissement immobilier là. Là, on parle de gestion immobilière. De gestion. C'est plus du tout pareil. Et on oublie souvent d'ailleurs la base qui est Donc, toi, l'objectif, c'est tu as la maison. Tu as la maison, le locataire paye le loyer. Bon, j'imagine que tu as même du cash flow positif sur certaines. Oui. Sur la majorité même d'ailleurs. Ça paye le loyer. Et tu te dis que plus tu le gardes, plus du coup ça amortit de crédit, plus potentiellement aussi ta maison prend de la valeur. Et donc du coup, tu essaies de garder cet écosystème sans même calculer le bénéfice généré tous les mois. Parce que toi, de toute façon, tu vis sur les reventes et les grosses plus-values encaissées à chaque OP, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Pour te donner un exemple, si tu prends la première opération que j'ai faite, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me rapporte 320 000 euros de plus-value nette. Tu revends à ce moment-là d'ailleurs ou pas? Ou tu gardes? Comment ? Quand tu découvres que ça vaut 300 000 balles, qu'est-ce que tu fais? Je garde. J'habitais dedans. J'habitais une maison et l'autre était loué à un locataire pendant 5 ans. Quand le locataire est parti, en fait, j'ai décidé de vendre la mienne et j'ai déménagé quand j'ai vendu la mienne pour habiter celle que j'avais construite à côté où il y avait mon locataire qui était parti. Et donc, j'habitais la deuxième comme ça. Mais au final, ça m'a rapporté 320 000 euros. Calcule le cash flow qu'il faut et le nombre d'années qu'il faut pour faire 320 000. C'est énorme. C'est énorme. Il faudrait 20-25 ans pour les avoir. Alors que ces 320 000 euros, moi, je les ai faits dans une période de temps qui était beaucoup plus limitée. Et quand je dis à toutes les personnes, à tous les particuliers que je forme sur cette méthode, c'est qu'en appliquant cette stratégie, ils vont créer une valorisation, une plus-value potentielle de minimum 100 000 euros dès la fin de la construction des maisons. Dès la fin de la construction des maisons. Chose qui est extrêmement rare quand on investit pour faire du locatif dans l'ancien, d'avoir ce type de valorisation. Ouais, complètement. Parce que naturellement, prix du terrain, construction des maisons, il y a au bout de l'équation 100 000 balles, quoi. Point barre. C'est ça. C'est ça. Et dès la fin de la construction, il n'y a même pas besoin de commencer à les louer ou quoi que ce soit. Dès que les maisons sont finies, on a déjà créé
une plus-value potentielle de 100 000 euros. C'est-à-dire que si on vendait les maisons, eh bien, la revente de la maison générerait une plus-value de 100 000 euros. Et toi, tu vas gratter en louant, en amortissant, en prenant ton temps et tu fais encore de la plus-value supplémentaire. Dans C'est tous ça. les cas, moi, je ne peux que vous recommander. Bientôt, mon papa devrait être en capacité de pouvoir refaire de l'investissement bientôt. Et je pense qu'on va essayer de se faire une petite doublette pour l'occasion. Dans le nord de la France, c'est exactement ça. On est sur des pavillons avec jardin, résidence principale. On est dedans. On est dans les critères, on est dans les prix où les terrains ne vont pas être très chers. Il est mandataire immobilier depuis quelques mois. Donc, en plus, il vend des terrains, des trucs, des machins. Voilà, moi, je lui ai dit de faire son rendez-vous à la banque pour qu'on puisse s'essayer à faire une petite doublette. Je vous en donnerai des nouvelles. En tout cas, bien évidemment, tous les liens pour suivre David seront dispo un peu partout autour de cette vidéo. Si ça vous intéresse, allez checker la doublette. Un débat, David, chez beaucoup d'investisseurs immobiliers, chez beaucoup d'entrepreneurs. Résidence principale, actif ou passif? Est-ce qu'il faut d'abord acheter pour faire sa résidence principale ou est-ce qu'il faut d'abord acheter pour investir? Deux questions du coup. Alors, résidence principale, actif ou passif, sans aucun doute et sans la moindre hésitation, actif. Ça, c'est clair. Actif. Donc, bien sûr que c'est actif, bien sûr. Ça, c'est encore une très grosse erreur. erreur. Tu n'es pas d'accord avec Robert Kiyosaki? Eh bien, justement, c'est parfait, cette petite transition que tu nous fais là. C'est que, justement, cette idée reçue que l'on a en France concernant la résidence principale et dont tout le monde parle sur Internet en disant que la résidence principale, c'est un passif, ça nous vient des États-Unis et notamment de ce fameux livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, tout simplement parce que les États-Unis, ce sont les États-Unis. Ils ont une façon de fonctionner. Le crédit fonctionne d'une façon qui est totalement différente du crédit qu'on peut avoir en France. Donc, quand Robert Kiyosaki parle de ça, il parle aux Américains surtout, avant tout, parce qu'il connaît l'écosystème financier aux États-Unis et qu'il sait qu'en étant non propriétaire de sa résidence principale, on peut obtenir plus facilement un crédit. Mais en France, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et donc, du coup, actif. Pourquoi? Parce que mathématiquement, ça nous coûte de la thune, il y a de l'entretien, il y a des trucs, il y a des machins. Avoir sa résidence principale, on dépense de l'argent. Non, tu investis de l'argent. Toi, tu vois ça, tu focuses sur l'amortissement, tu focuses sur la valorisation nette qui est gagnée tous les mois. Bien sûr, je vais te donner un exemple. J'ai un ami qui n'est pas du tout investisseur immobilier. Chercher un bien, investir pour avoir une rentabilité, c'est pas du tout son truc. Il est salarié, il a son job, il gagne bien sa vie, voilà, tout va bien. Il y a un truc, c'est qu'il a investi, tu vois, j'utilise même le terme, il a investi dans sa résidence principale il y a très longtemps, dans sa première résidence principale. Donc, il a fait construire bien avant que moi je commence. C'est les fameux amis dont je parlais tout à l'heure. C'est les potes de l'époque, ouais. Voilà. Donc, ils ont acheté leur première résidence principale qu'ils ont fait construire avec sa femme. Au bout de 4 ans, il l'a revendue. Il a pris 200 et quelques mille euros de plus-value. Il a refait notre maison, un peu plus grande. 5 ans plus tard, il a revendu. Il a repris 200 ou 300 000 euros de plus-value. Et voilà. Et aujourd'hui, lui, à chaque fois qu'il déménage, il refait une nouvelle maison et à chaque fois, il prend 200 ou 300 000 euros. Si ça, c'est pas un investissement immobilier rentable, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Donc oui, la résidence principale est un actif. Pourquoi c'est un actif? Parce que ça, là, ce que je veux dire là, c'est très important par rapport à la résidence principale. C'est que la plupart des gens qui ne connaissent rien à l'immobilier, qui ne s'y intéressent pas, voient l'immobilier de cette façon-là. Propriétaire de sa résidence principale, crédit à la banque sur 25 ans. C'est traduit littéralement comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Lorsqu'ils ont fait cette équation, ils se disent la chose suivante. C'est « Oh mon Dieu, ma maison va me mettre une épée de Damoclès ou une dette au-dessus de la tête qu'il va falloir que je me traîne pendant 25 ans. » Or, c'est pas du tout ça. Alors, il est vrai que avant, nos parents, tes parents, les miens, Enzo, ils achetaient effectivement une maison et ils y restaient toute leur vie dedans. Leur résidence principale, c'était la résidence principale d'une vie.
Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui, notre génération, et puis alors celle qui arrive derrière, ça va être pire. Encore autre chose. C'est encore autre chose. Notre génération, elle bouge beaucoup plus. Le monde est devenu super petit. Donc, on déménage très souvent pour changer de boulot. On n'a plus peur de quitter sa ville pour aller dans une autre ville travailler. Tout ça, ça fait plus du tout peur à personne. Donc, du coup, la résidence principale, elle n'est plus du tout aujourd'hui figée comme un achat qui va durer toute une vie. Aujourd'hui, une résidence principale, pour quelqu'un qui est propriétaire, elle a une durée de vie de 5 ans. On sait qu'un propriétaire va rester propriétaire de sa résidence principale 5-6 ans en moyenne. Et il va la vendre pour partir ailleurs, soit pour faire construire plus grand parce que y a des enfants qui arrivent et qu'à un moment donné, la maison de 100 mètres carrés, elle est plus suffisante et on a besoin d'un peu plus de surface. Et puis voilà. Donc, on ne garde pas sa résidence principale avec un crédit toute sa vie. Tout ça, c'est fini. Donc, du coup, tout ce qu'on a pu nous inculquer, tout ce que nos parents nous ont inculqué sur ce fameux passif de la maison individuelle en résidence principale, c'est totalement faux. Et ce que dit Robert Kiyosaki, ça s'adresse aux Américains, encore une fois, parce que autant le système financier et de crédit est totalement différent en France et aux États-Unis, mais il y a autre chose aussi qui est important, c'est que les Américains et les Français ne sont pas du tout pareils en termes de relation avec leur logement. Aux États-Unis, par exemple, le rêve américain, on a tous entendu parler du rêve américain. C'est quoi le rêve américain? Le rêve américain, c'est d'avoir du succès dans les affaires. Ça, c'est le rêve américain. Pour les Américains, quand ils commencent dans la vie active, c'est d'avoir du succès dans les affaires. C'est pas d'avoir une maison. En revanche, en France, le rêve du Français, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques de l'INSEE. Le rêve numéro 1 des Français, c'est de vivre dans une maison individuelle. C'est ça le rêve des Français. Donc, on n'a pas du tout la même notion et il faut donc pas faire voyager des idées des États-Unis pour venir les mettre en France telles qu'elles sont employées aux États-Unis parce que ça ne fonctionne pas. Eh bien, voici un sujet de torcher. Résidence principale, actif, messieurs, dames. Est-ce qu'il faut commencer? Et d'ailleurs, alors je suis super intéressé, petite boucle, il faut qu'on en parle en off parce que je me pose la question, est-ce que je dois acheter, est-ce que je ne dois pas acheter? Est-ce que c'est plus smart de faire des investissements? Il y a un autre truc à prendre en considération. Moi, ici, là où je vis en ce moment, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr d'y rester, mais c'est pour le coup un système de crédit un peu comme aux States. Le crédit coûte au moins 15% par an. Et donc, est-ce qu'il faut foutre de la liquidité? Mais s'il faut même liquidité là, j'en profite pas pour le business à net avec des plus gros leviers, etc. Donc, on pourra creuser le sujet. Moi, ça m'intéresse. Mais je me suis filé comme projet, pour le coup, d'acheter l'année prochaine un investissement locatif. D'ailleurs, je ne sais pas, parce que par rapport à la renta, ne serait-ce que de la bourse, ça m'a l'air tellement relou de faire un locatif, mais pourquoi pas, on en parlera. Et surtout de la résidence principale, parce qu'aujourd'hui, je paye 1800 balles de loyer par mois, et c'est à fond perdu. Et donc, l'amortissement, il est énorme, et quand on a des gros loyers, à un moment donné, il faut peut-être réfléchir. Imagine-toi 1800 € de mensualité. 20 000 euros par an, quoi. Si tu mettais ça dans un crédit pour être propriétaire de ta maison, ce qu'il faut se dire, c'est que tes 1800 €, on pourrait traduire qu'à chaque fois que tu payes ta mensualité 1800 € pour être propriétaire de la maison dans laquelle tu as investi, tu t'enrichis de 1800 balles. Potentiellement, tu t'enrichis de plus de 1800. Oui, tu t'enrichis potentiellement de 2000 ou de 2500 tous les mois. Mais tu le vois pas tout de suite, tu ne le vois qu'au bout, parce qu'en fait, il y a des leviers qui sont invisibles, mais qui sont les plus puissants de l'investissement, qui est le levier de l'amortissement et de la valorisation. Mais ça, tu ne le vois qu'à la fin de ton investissement. Dans tous les cas, si vous voulez parler amortissement, si vous voulez parler long terme, doublette, il y a la chaîne de David qui sera juste en dessous. Et on pourra même refaire venir David, parce que moi, déjà, j'adore discuter avec David. Et parce que ces trucs d'amortissement et de crédit ou de point de vue qui peuvent être très différents, c'est quelque chose qui est complètement maîtrisé aujourd'hui par David. Et on pourrait mettre n'importe quel autre expert immobilier en face qui n'est pas d'accord avec lui. Je suis sûr que le discours serait très intéressant parce que eh bien pour le coup il est sûr de ses positions et il est sûr de sa vision, et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les juste en dessous. Parlons un petit peu quand même, avant de se quitter, ça serait dommage de se quitter sans parler de tout ça,
business Internet. Tu as décidé de te créer une nouvelle casquette, de lancer un business en ligne. Quand est-ce que tu as commencé sur le net et pourquoi? Alors, j'ai commencé sur le net parce qu'on m'y a poussé, en fait. On m'a jeté dans le grand bain parce que ce business en ligne, il faut aussi préciser quand même que ça reste dans le cadre de ce que je sais faire, c'est-à-dire l'immobilier. Ça concerne l'immobilier. Et en fait, c'est venu comment? Tu t'es pas mis à vendre des slips sur le net, ça c'est clair. Non, voilà. Donc pour être très clair et direct, le business en question dont on parle, c'est le business de formation des particuliers à l'investissement immobilier rentable. Donc c'est ça que je propose aujourd'hui en business Internet. Et donc c'est venu comment? Bien tout simplement avec le départ le départ de l'histoire, en fait, c'est que j'ai été speaker sur des conférences où je parlais d'investissement immobilier et notamment de cette stratégie dont on parle depuis tout à l'heure, et qu'il y a eu beaucoup d'engouement à chaque fois que j'intervenais sur ce sujet. Donc en gros, tu as rencontré des gens. En tant qu'investisseur, tu finis par rencontrer d'autres investisseurs. À un moment donné, tu as un pote investisseur qui fait des séminaires ou des conférences et il te dit, putain, David, viens raconter ton histoire, quoi. C'est ça. C'est ça. Et quand je raconte mon histoire, en fait, je pensais que ça n'intéressait que moi, à la base. Et je me rends compte que en allant vers les autres, en m'affichant, en fait, et en montrant cette stratégie, eh bien, ça intéresse beaucoup de monde. Et à chaque fois que je faisais une intervention, j'avais énormément de mails qui m'arrivaient, des gens qui venaient autour de moi à chaque fin de conférence pour me poser 50 000 questions. J'ai vu qu'il y avait vraiment un engouement sur le sujet. Donc, et toi, c'est quoi? C'est le kiff? Qu'est-ce qui t'a fait monter sur scène et raconter ton histoire? L'ego, l'envie de paraître, le kiff d'être dans l'enseignement, dans le partage, dans la transmission? Qu'est-ce qui a motivé ça? Alors, j'aime le partage, j'aime, tu vois, transmettre. J'aime bien ça. L'autre chose, c'est que j'ai eu tellement de monde qui me demandait de leur expliquer comment faire qu'au final, ça m'a saoulé. Et je me suis dit, plutôt que de perdre mon temps à aller voir une personne, une par une, pour leur expliquer comment je fais pour gagner ce type de résultats avec ma stratégie, je vais le faire une fois pour toutes. Et quand on va me le demander, j'aurai juste à leur fournir les accès pour pouvoir le regarder. Et comme ça, moi, ça me permet d'automatiser en fait la chose. Parce que je suis un fan aussi d'automatisation et de revenus passifs. En quelle année, du coup, ça va commencer cette histoire? Ça a commencé en 2016 exactement. Tu t'imaginais mettre ta tête sur Internet, faire des vidéos? Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptais et tu aurais pu t'imaginer là-dedans ou pas? Non, mais pas du tout. Alors, pas du tout. Vraiment, j'étais très loin de tout ça. Encore une fois, je te le dis, c'est parce que à côté de ce que je te dis, c'est que j'avais un ami qui commençait à rentrer sur Internet, qui me poussait, qui me disait, mais fais-le, mets-toi sur Internet aussi. Regarde, il y a plein de gens qui te demandent et tout, tu devrais le faire. Et à un moment donné, ça m'a paru logique et puis j'y suis allé. Mais bon, c'est pas un exercice facile pour moi de me C'est pas naturel, t'es pas dans la technique. Tu es né plutôt sur un chantier avec un ordinateur dans les mains. Ça reste d'ailleurs casse les couilles pour toi de te prendre la tête avec les problématiques techniques. Encore aujourd'hui, c'est pour ça que tu as des prestataires autour de toi et des gens qui t'aident à le développer. C'était quoi les plus grosses barrières pour démarrer et te lancer sur le web? Tu l'as dit, hein, c'est très clairement la technique. J'avais aucune idée de comment prendre mon ordinateur et faire un tunnel de vente ou écrire une page ou créer un espace de formation. Mais alors là, j'étais complètement des années-lumière de savoir comment faire ce genre de choses. Et pour moi, c'était une montagne. C'était beaucoup plus difficile de faire ça que de faire construire 3 maisons et gagner 300 000 € sur une opération de doublette, tu vois. Ça me demande beaucoup plus d'efforts, en fait, d'être sur Internet que d'être sur mes opérations immobilières. Très clairement. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, maintenant que ça fait 5 ans, que tu as une communauté de gens qui te suivent, avec des gens qui ont suivi tes programmes, qui ont des résultats? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi est-ce que tu continues à le faire? Du plaisir. Tu sais, tu t'imagines pas ce que c'est de recevoir un message d'une personne qui a suivi ta formation et qui te dit 3 fois dans la même phrase « merci ». J'ai réussi à faire ça, jamais je pensais que je pourrais faire un jour un truc pareil. Rien que ça, déjà, ça me suffit, tu vois.
Alors évidemment, je ne vais pas cacher que c'est également un business, hein, puisque je suis entrepreneur. C'est un business, ça me rapporte de l'argent. Mais encore une fois, l'argent, c'est pas tout. Le plaisir que ça m'apporte de recevoir les messages des participants qui sont heureux d'avoir rejoint cette formation et de voir les résultats qu'ils arrivent à obtenir, c'est mon plus gros plaisir dans le business Internet que j'ai lancé. Si tu faisais pas du coup de la vente de formation, ou si tu faisais pas de l'investissement immobilier, tu ferais quoi de ta vie? Et ça, c'est une excellente question. Étant donné que je fais de l'immobilier, que je suis focus dessus, je me suis jamais posé réellement la question. En fait, j'ai un chemin, en fait, si tu veux, j'ai une ligne d'arrivée que je me fixe à court terme. Je la prends et à un moment donné, il peut y avoir des petits contournements à prendre, des chemins un peu différents de ce que j'avais imaginé. Et puis, voilà, je me casse pas trop la tête, en fait. Les œillères et t'avances, quoi. Ouais, et je verrai comment ça se passe, tu vois. C'est quoi le truc le plus cool que tu as découvert avec le business en ligne? Et après, je te poserai la question de c'est quoi le truc qui t'a le plus déçu dans la découverte de tout cet environnement, ce milieu? Pour tous ceux qui sont un petit peu peut-être plutôt de l'immobilier que de l'Internet, il faut comprendre que sur Internet, c'est beau, c'est plein de paillettes, c'est un très bon, ce qu'on appelle un front office. Donc, il y a une très belle vitrine et il y a une très belle devanture. Et puis, parfois, il y a une arrière-boutique qui est excessivement dégueulasse. Et moi et David, on partage ce truc justement un peu plus peut-être réel, un peu plus transparent, un peu plus dans la réalité de la vie et des choses. Alors que pour le coup, je suis beaucoup plus sur Internet que David, parce que moi, 100% de mes revenus viennent du web à travers mes différentes activités. Mais effectivement, moi, je ne suis pas OK pour un monde 100% virtuel avec des gens faux. C'est un truc qu'on partage, du coup, ce besoin de réalité, moi et David. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a quelques trucs qui ont dû te titiller. Donc, c'est quoi le truc le plus génial que tu as découvert là, à travers le business en ligne? Et c'est quoi le truc qui t'a le plus déçu? Le truc le plus génial, c'est que ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens que j'aurais jamais rencontrés si j'étais pas rentré dans ce business-là. Et des gens vraiment de tout horizon. Et notamment, et c'est ça que je trouve génial, des gens beaucoup plus jeunes que moi, avec qui je peux avoir une discussion super construite, comme avec toi, par exemple. On a une certaine différence d'âge et très clairement, tu es l'exemple même de ce que m'a permis Internet. C'est que sans Internet, on se connaîtrait pas, toi et moi. Bien sûr. Très clairement. Donc voilà, et ça, c'est génial. Et il y a aussi ce fait-là d'avoir des connexions avec des gens comme toi, qui est hyper puissante, parce que vous avez une mentalité qui est plus fraîche en fait que la mienne. Vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes né avec Internet pratiquement, et du coup la vision que vous avez du monde, elle est juste géniale, parce que quelqu'un comme toi, par exemple, aujourd'hui le monde, il est tout petit, quoi. Ça m'étonnerait pas que tu aies envie un jour d'aller voir ce qui se passe sur Mars avec Elon Musk, parce que tu as voyagé partout, tu as vu comment c'est facile de partir vivre à tel endroit et l'année d'après changer de destination et aller vivre ailleurs, tout en continuant à avoir un business parce que tu as ton ordinateur et que c'est la seule chose dont tu as besoin quelque part pour survenir à tes besoins et gagner ta vie. Et ça, je trouve ça absolument génial. La chose que j'aime pas du tout, c'est la quantité de conneries et de menteurs et de voleurs qu'il y a sur Internet. Ça, c'est un truc de malade. J'appelle ça les vendeurs de rêves. Il y a des vendeurs de rêves. Bah alors, je comprends, hein, je comprends pourquoi c'est fait. Il y a du marketing derrière. Il faut évidemment, voilà, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, forcément. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu plus, tu vois. Qu'est-ce que tu penses du YouTube Game? Parce que vous avez un YouTube Game. Donc, le YouTube Game, vous savez, c'est les YouTubeurs en général qui font partie d'un milieu. Et donc là, le YouTube Game immobilier. Qu'est-ce que tu penses du YouTube Game immobilier, justement?
Euh, C'est à 1h50 d'interview, t'inquiète pas, il y aura que les survivants qui seront avec nous là. Et si vous êtes Non, connectés il y a avec beaucoup, nous, il y a les beaucoup, amis, là, beaucoup, si vous beaucoup êtes de encore sur merde. cette interview à 1h50, dites-nous dans les commentaires. Et si vous êtes sur les applications de podcast, mettez un 5 étoiles et mettez-le en commentaire. Et dites-nous, David, j'adore ta banane. Voilà, juste ça. David, j'adore ta banane. Mettez-le en commentaire. Alors, du coup, le YouTube Game, David. Ouais, le YouTube Game, c'est de la folie. Non, on voit bien que les gens sont rentrés dans le YouTube Game, comme tu l'appelles. On voit bien que c'est juste pour faire du fric et pas pour partager quelque chose, en fait. Ouais. Euh, et pour ça, ils sont prêts à tout. C'est-à-dire que je vois des gens aujourd'hui, ils ont à peine la majorité, je ne sais même pas s'ils ont le permis de conduire, qu'ils t'expliquent comment ils vont te rendre libre financièrement en investissant dans l'immobilier alors qu'ils ont acheté peut-être un appartement il y a 6 mois, quoi. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Pour te parler d'un sujet qui est quand même super sérieux, quoi. On parle d'investissement immobilier, on va faire engager des gens sur des sommes relativement importantes. Et il y en a qui parlent de ça sans savoir de quoi ils parlent, en fait. Et c'est ça qui me fait halluciner et qui me fait peur, en fait, pour les gens qui vont tomber dans le panneau de ces personnes-là qui, forcément, n'auraient pas à faire ça, quoi, tout simplement. J'ai un sourire diabolique. Tu le vois, tu le sens qu'il y a un truc de merde qui se trame. J'ai un petit jeu à te proposer. Est-ce que tu es chaud? Vas-y, je suis chaud, c'est toujours chaud, moi. Alors, à la base, ça s'appelait mytho ou génie, mais je pense que c'est un peu trop fort, mytho, et on aurait du mal à assumer tous les propos. Du coup, je te propose plutôt génie ou j'ai pas d'avis. T'es prêt? Vas-y. Yann Darwin. J'ai pas d'avis. Pierre Ollier. J'ai pas d'avis. On va tous les faire. Christopher Wangen. J'ai pas d'avis. Alors, Hassan, le pro de Limo. Je sais pas si c'est un génie, mais j'aime bien ce qu'il fait. Ok. Cédric Laporte. J'ai pas d'avis, je connais pas. Raphaël Carteni. C'est un génie. Alexis Berger. Je connais pas. Alors, je descends, hein, je défile. À qui d'autre, je pense? Nicolas Popovic. J'ai pas d'avis. Sacha et Seb, à l'époque, ils avaient une chaîne qui s'appelait Les Investisseurs Malins. J'ai pas d'avis du tout. Pourquoi du tout? Ça change quoi de j'ai pas d'avis normalement? J'ai pas d'avis du tout. J'ai pas d'avis, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Candy Polestin. J'ai pas d'avis. T'as pas d'avis et tu connais pas ou t'as pas d'avis tout court? J'ai pas d'avis et je connais pas. D'accord. Pam. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Est-ce qu'il y a des bonnes rencontres? Est-ce qu'il y a des gens cool que tu as rencontrés dans le YouTube Game immobilier? Est-ce qu'il y a des génies que j'ai pas cités là? Que t'as pas cité? Attends, j'en ai un dernier. Romain Caillé. Génie ou pas d'avis? J'ai pas d'avis. Pas d'avis et tu connais pas ou pas d'avis? Je connais. Pas d'avis et tu connais. Très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a des génies? Est-ce qu'il y a des gens cool que tu as rencontrés que j'ai pas cités, que j'aurais raté? Vous m'excuserez, je viens de prendre une playlist YouTube un peu à l'arrache. On est dans le live. On est en live. Oui, Michael Zonta, par exemple. Ouais. Lui, pour fait le un coup, je le super connais. job. Il avait un site internet qui est énorme. Il fait de la location sur Paris, je crois. C'est ça, hein, immobilierlocatif.fr ou un truc comme ça? Ouais, investissement locatif, je crois que c'est Ouais. son site, il me semble, qui est très bien. Il propose des projets, en fait, clés en main pour des investisseurs, où il trouve des opérations à des gens qui veulent pas s'embêter à faire de l'investissement immobilier. Il a un très bon rapport, une très bonne philosophie de l'immobilier. Et ouais, je me retrouve un petit peu dans le discours, dans son discours quand il parle d'immobilier. Donc, ouais, quelqu'un que j'apprécie bien. Ça m'étonne, par contre, Nicolas Popovic, t'es pas d'avis. Je suis sûr que vous entendriez bien. En fait, Nicolas Popovic, je dis pas d'avis, tout simplement parce que je vois qui c'est, mais en fait, on se connaît pas. Donc, Jamais été mis en relation. Il faut que je vous mette en non. relation, les tontons. Vous allez vous kiffer, c'est sûr. Ouais. C'est sûr et certain. Ah, bah, j'ai ce même type de conversation que j'ai avec toi, complètement Ouais. un peu fou, rentre dedans, passe la langue dans sa poche.
Et je connais le goût de la merde et je connais aussi le goût des bonnes choses et je sais où je vais, je sais d'où je viens et non, j'adore beaucoup, 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 beaucoup. Merci en tout cas de t'être prêté à ce petit exercice glissant, David. Du coup, alors ouais, dernier truc pour finir sur cette partie-là. Tu as dit en interview, l'objectif c'est de s'enrichir et s'enrichir le plus rapidement. Pourquoi est-ce que gagner de l'argent, c'est aussi important pour toi? Parce qu'on vit dans un monde et dans une société qui est régie par l'argent, tout simplement. Donc, soit tu acceptes de jouer avec les règles du jeu et si tu les comprends vite et que tu les maîtrises vite, tu vas bien t'en sortir. Soit tu refuses de jouer avec les règles du jeu et tu vas te mettre sur la touche. Et tu vas souffrir. Et l'argent fait partie des règles qu'il faut et des outils qu'il faut avoir pour vivre dans le monde et dans la société d'aujourd'hui. Si tu n'en as pas, tu auras moins de possibilités de faire des choses que ceux qui en ont. C'est quoi la définition du bonheur de David de Villa aujourd'hui? La définition du bonheur, c'est de pas se prendre la tête, quoi. Alors, la vie, c'est que des problèmes. Celui qui pense que être riche t'amènera dans une vie sans problème, c'est faux. La vie, elle est faite que de problèmes. La seule différence entre celui qui vit heureux et celui qui vit malheureux, c'est que celui qui vit heureux s'amuse à résoudre les problèmes qu'il rencontre dans sa vie. Et tu es malheureux, en fait, lorsque tu te butes sur les problèmes que tu peux avoir tous les jours et qui peuvent t'arriver. Moi, j'ai des problèmes tous les jours, mais je m'éclate à les résoudre. C'est quoi la réussite pour toi? C'est d'être heureux. Donc, on revient à celle d'avant. David, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? On le devient. Le temps, l'exercice, on se tanne le cuir, c'est ça? C'est ça. On a chacun notre propre vie. Et les envies que l'on a feront qu'on devient entrepreneur ou qu'on ne le devient pas. En une phrase, David, comment est-ce que tu clôturerais cette interview? Qu'est-ce que tu veux laisser aux gens? Faites ce qui vous plaît et surtout, ne vous dites jamais que ce n'est pas possible pour vous. Merci beaucoup, David de Villa. C'était un plaisir d'échanger avec toi. J'ai pris énormément de kiff. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, de revenir. Là, tu as titillé des trucs intéressants au niveau de la résidence principale que je m'étais juré de ne pas acheter et puis de payer mes loyers parce que c'était facile. Mais ça commence à peser les fonds perdus là. On commence à les sentir dans la besace. Et donc, effectivement, ça amène à se poser des questions. Merci beaucoup, David de Villa, d'être venu partager avec nous. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Si vous voulez, à votre tour, non pas vous mettre à la branlette, mais bien à la doublette, c'est le lien dans la description juste en dessous. Certainement une des meilleures stratégies pour s'enrichir grâce à l'immobilier en ce moment et avec beaucoup d'énergie, de conviction. Allez suivre les conseils de David de Villa. David, merci d'être avec nous. Merci d'avoir partagé. Et si on devait mettre quelqu'un dans le siège à ta place pour une prochaine interview, ça serait qui? Waouh. Je sais pas de réponse à te donner comme ça. Là, j'ai rien qui me vient. Je pourrais te donner des idées en off. Les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous. Je vous rappelle, David, j'aime ta banane. C'est le commentaire de cette interview. Et on se donne rendez-vous dans de prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. À bientôt. Ciao. Et merci David.